Bonsoir tout le monde, 2 février 2025, Street Scout Podcast, saison 2, épisode 24. Ça s'en vient, c'est là, nous y sommes. Fred, Brabant et moi, nous y serons pour vous présenter un gros show. Premièrement, c'est Fred qui va être à l'animation, donc un nouvel animateur pour le Street Scout Podcast. On essaie ça. Fred qui a une voix tellement plus mélodieuse que la mienne. Ça devrait faire un bon mélange. Donc, Fred à l'animation. Brabant et moi, nous avons dressé un top 15 des patineurs européens en vue du prochain repêchage. Donc, tous les patineurs qui évoluent sur le continent européen, on les a scoutés depuis le début de l'année. Et là, en date du 2 février, on vous dresse notre top 15 de ces patineurs-là. Donc, si tu es un patineur que tu viens de la Tchéquie, mais tu évolues en Amérique du Nord, tu n'es pas compris dans ce top 15-là. C'est vraiment les patineurs qui évoluent sur le continent européen. On va poursuivre dans les semaines suivantes là, avec nos défenseurs nord-américains, nos patineurs nord-américains. Là. Ça va être très excitant. Donc, 2 top 15 qui vous attend ce soir. Puis également, Brabant veut vous dresser là, un portrait assez complet des espoirs appartenant à des équipes de la Ligue nationale de hockey. Ce soir, il commence son survol avec les prospects des Ducks d'Anaheim. Ça devrait être dans la foire élégante. Foire élégante, c'est notre petit moment qu'on passe exclusivement avec nos membres Patreon. Mais également, Fred, qui va être à l'animation, va être également là pour nous parler des petits brins de jasette là, qu'il y a eu avec Porter Morton, Luca Romano et Jack Ivankovic de mémoire. Donc, un gros show qui s'en vient pour vous. Merci d'être là. Si ça vous tente de nous encourager, www.patreon.com /Street Scout. Merci la gang. Bon show. On est en direct, fait on n'a plus le droit de faire l'erreur. Comme tu me disais, Fred, avant qu'on entende onde, là, t'es allé au dernier championnat mondial de hockey junior à Ottawa, toi, mon gros chanceux? Ben oui, écoute, dès que les billets ont été mis en vente l'été dernier, je me suis sauté dessus. D'ailleurs, c'était assez fou. Je pense qu'en dedans de 8 minutes, je suis pas allé tout de suite sur la finale, parce que je me suis dit que tout le monde allait essayer d'acheter des billets pour la finale. Donc, j'ai commencé avec la première demi-finale. J'ai réussi à avoir des billets. Par la suite, je suis allé vers la deuxième demi-finale, puis même là, il restait presque plus rien. Fait en dedans de, écoute, je vous dirais peut-être 8 minutes, tout était sold out. Ça, c'était la pré-vente, en fait. C'est fou, pareil. C'était malade. Ouais, c'était-tu raisonnable, comme prix? C'était pas si pire. C'était peut-être dépendamment, parce que le premier match, j'avais des meilleurs sièges. Ah, non, c'est pas ça. C'est que le deuxième match, évidemment, c'était le match que le Canada devait jouer. Donc, ce match-là était plus dispendieux. Donc, ça tournait autour de 120 à 100, 150 le billet dans ces zones-là. C'est quand même pas si pire, pareil. C'est même pas si pire, parce qu'évidemment, la semaine avant la date du match, le Canada étant pas encore été éliminé, je voyais des prix du 1000$ passer par billet, par match. Comme les 4 nations. C'est ça. Ouais, aux 4 nations, les prix sont débiles aussi. Hein? Ça n'a aucun sens. Mais c'est-tu les prix de revente ou même les prix de vente sont très élevés aussi, je pense? Les deux sont super élevés. Là. C'est ça. Tandis que le championnat junior, c'est toujours vraiment au niveau des prix de revente, en espérant toujours que le Canada va se rendre. Ouais. Peut-être que j'aurais fait une grosse partie d'argent si je les avais vendus avant le match, là, quelques jours avant. Mais ceci dit, ça reste que t'as dit quand même la rivalité Suède-Finlande. Ouais, celle-là était malade. Celle-là, pour vrai, c'était tout un match. Écoute, d'un point de vue hockey, c'était du solide. Même l'autre match, il était vraiment moins offensif. États-Unis, Tchéquie. Mais ce qui m'a un petit peu déçu,
Puis Brass, peut-être que tu peux m'en parler un petit peu aussi, là, mais d'un point de vue ambiance, surtout le match aux États-Unis, là, genre, tu peux entendre une mouche voler. C'était. Ouais, mais je vois que c'est une de mes prochaines questions là, sur ton non, c'était titre, parce que pas. moi, quand je suis allé l'année passée en Suède, Exact. ma grosse déception, ça avait été ça aussi. Moi, je m'attendais à arriver là-bas, puis qu'il allait avoir des partisans de chaque nation, puis qu'on allait se battre, puis qu'on allait aller au bar, puis non, il y avait vraiment une ambiance correcte autour de l'aréna, mais la ville n'était vraiment pas hockey, là. C'est à Göteborg. C'est ça, je voulais savoir, c'est toi à Ottawa, l'ambiance dans les estrades, dans tes deux demi-finales. C'est sûr que là, il devait y avoir un crise de fret parce que le Canada avait été éliminé 2 jours avant. La seule fois que tu entendais la foule, j'exagère peut-être un peu. Là, bon, évidemment, les buts, là, mais outre les buts, le seul moment que tu entendais vraiment la foule embarquer, c'était quand le joueur. C'est qui le joueur qui avait eu une punition contre le Canada? C'est Sikoa. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'il touchait à la rondelle, là, tout le monde le huait. Ça me était drôle d'ailleurs. Là. Ça, c'était intense. Ça, c'était vraiment intense. Mais sinon, là, j'ai été très surpris. Même le premier match, Finlande-Suède, on a spoté un groupe de Suédois dans les estrades. On devrait aller les rejoindre. Mais je pense que c'était en fait juste les membres des familles des joueurs, tout simplement. Fait que, mais ça a été quand même, d'un point de vue hockey, c'était bien. D'un point de vue atmosphère à l'extérieur de l'aréna, le problème, c'est que tous les matchs importants, donc évidemment les 2 demi-finales, ont été joués au Canadian Tire Center à Canada. Fait que tout ce qui était le happening, mais le happening était tout où ce que les 67s jouent, il y a comme une demi-heure de là. Fait que, c'était pas ça. Parce que, évidemment, la semaine qui précédait, oui, probablement que ça devait être cool parce que tu avais des matchs qui étaient là, tu avais de l'ambiance à l'extérieur. Puis ce coin-là, d'ailleurs, c'est vraiment nice. Mais là, c'est sûr que moi, évidemment, j'avais à aller jusqu'au Canadian Tire Center. Je n'allais pas retourner. Surtout que les 2 matchs de demi-finale, tu en as une à 3 heures puis une à 7 heures. C'est quand même long. Là. C'est une longue journée dans l'aréna. By the way, une autre affaire qui m'a vraiment un petit peu surpris, là, d'un point de vue logistique, d'un point de vue sécurité, je trouve ça assez particulier parce que moi, j'avais acheté mes 2 billets. Okay? J'avais acheté mon billet pour demi-finale 1, demi-finale 2. Sauf que là, la demi-finale, la première, est allée en fusillade, si je ne me trompe pas. C'est une longue partie. Fait que le match commence à 7 heures. Il ouvre toujours les portes 1 heure d'avance. Fait que les gens peuvent commencer à entrer. Mais comme moi, j'ai pris mon temps, t'es à la salle de bain après la première demi-finale, si bien que il y avait déjà du monde la deuxième demi-finale qui avait commencé à entrer. Fait que, j'aurais pu ne pas avoir acheté un billet pour la deuxième demi-finale, juste rester là un peu, spotter 2 bancs vides, puis j'aurais pu regarder la deuxième demi-finale, techniquement. Là. Fait que, on était un petit peu surpris. Je suis allé avec mes amis, là, puis regardez ça, quand ils n'ont jamais vraiment sorti comme du monde. Fait que, bref. Fait que, non. T'as quand même vu, t'as vu Chris, t'as vu Suède-Finlande, t'as vu les champions, t'as vu les champions, t'as vu eux autres qui ont éliminé le Canada. Y a-tu des joueurs dans ces équipes-là qui t'ont attiré là? Moi, il y a beaucoup. Jesse Keskinen, que j'ai beaucoup aimé au niveau de la Finlande. La Suède, Jonathan Wahlberg, j'avais une opinion un peu mitigée parce que je le trouve pas. Je le regardais, puis je disais, hey, je l'ai dans une de mes équipes, lui, nice. Il a une bonne présence physique. Tu sais, c'est un. Quoi, 6 pieds. Je sais pas, 6 pieds 3 probablement, Wahlberg. Mais. C'est une bonne pièce d'homme. C'est ça, ouais. Puis il paraît, là, il sort, puis tout. Puis je trouvais qu'il se positionnait bien, mais une chance qu'il se positionnait bien parce que il me sautait pas dans l'œil d'un point de vue coup de patin, là. Je pense qu'il l'a un petit peu amélioré, mais c'était pas le plus grand des patineurs à ce niveau-là. C'est un joueur qui est bon au but adverse, par exemple. En avant du but, là, en avant du but adverse, c'est vraiment efficace. Exactement ça. C'est quand même un joueur comme ça, c'est pas le gars qui va avoir le meilleur. Qui va apporter la plus grosse des offensives. Mais c'est quand même un joueur que tu peux voir se transposer dans la Ligue nationale à cause de ce qu'il apporte. Mais non, je te dirais que ça m'avait beaucoup plu. Là, James Adams, man!
Ah, ben là, oui, là. Oui. Ben oui, c'est sûr, là. Mais ça, c'est tous des gars. Il y a des gars comme ça qui vont se faire repêcher au draft qui s'en vient. Hagen, j'étais intrigué. Pour vrai, j'avais vraiment hâte de le voir parce que, surtout avant le tournoi, la question de OK, qui va se faire drafter premier? Est-ce qu'Hagen, on est encore là techniquement. Je pense que Ah, il présentement, on est comme n'y a rien de cané, là, fait que c'est Non. encore, le Ouais. débat il est encore lancé. Là. Oh, Ouais. Chris, oui. Puis j'ai l'impression que suite au tournoi, c'est encore pire parce que là, c'était comme un monstre à 4 têtes. Marton, je sais pas s'il a perdu des plumes suite au tournoi. En tout cas, bref. J'ose croire que oui, là, mais. Ouais, je pense que oui, honnêtement. Fait que moi, je l'avais. Moi, Ça, je l'avais. pense Tu penses pas qu'il en a perdu? Non, je pense pas qu'un tournoi d'une semaine fait en sorte que Non. perd la valeur au dessus des dépisteurs. Je pense pas pantoute. Ouais. Ben, comme Fantilli il y a 2 ans, dans le fond. Là, c'était dans le sens que on le voyait sortir dans le top 3, puis il y avait un rôle qui était pas un rôle sur le premier trio. Ouais. Fait que ça l'a pas impacté peut-être d'un rang, mettons, là, peut-être. Là. Ouais, là, celui de Carlson, là, c'était tête. Ouais, exact. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai vraiment apprécié le tournoi en overall. Si bien que puis je peux te parler parlant de Porter Martone. Ouais, man, ouais! Écoute! La passe à la palette. J'aurais pu mieux le faire que ça, c'est vrai, je l'ai pas allumé. J'aurais pu faire le. Ah, fuck! Écoute, mais Porter Martone, on l'a annoncé un petit peu à nos membres Patreon, mais je suis allé faire une entrevue avec il y a 2 week-ends. Fait que j'étais dans le coin de Toronto, puis tant qu'à faire, je me suis dit, on va voir si on ne serait pas capable de se booker des entrevues. J'ai regardé s'il y avait des matchs de la CHL dans le coin de la OHL, en fait. Puis non, c'est ça. J'étais allé à Brampton voir l'équipe de Porter Martone. C'est la première fois, les gars, qu'une équipe me demande des preuves. Me demande, genre, as-tu des liens que tu peux nous envoyer de qui vous êtes? Est-ce que vous avez déjà fait des entrevues dans le passé? Fait que, Oui, j'étais bien content. J'étais comme, yes! Voici l'entrevue qu'on a faite l'année passée avec Beckett Seneca, une autre avec Sam Dickinson. That's it. Ça commence, man! J'étais surpris d'ailleurs je voulais juste te couper un petit peu parce que je voulais dire aux gens qui nous écoutent que Street Scout, on voit, c'est beaucoup le podcast, puis on voit Brabant, puis on voit moi beaucoup. Sauf que Street Scout, c'est aussi Fred. Mais Fred, on voit un petit peu moins à l'écran, mais Fred, comme l'année passée, il est allé nous faire une belle entrevue avec Beckett Seneca. Tu avais fait Sam Dickinson. L'entrevue était bonne. Le joueur, c'est pas mon préféré, mais l'entrevue était bonne. Mais Fred, il fait vraiment. Tu fais voir Street Scout dans les arénas là, du circuit canadien. J'essaie honnêtement parce que, évidemment, surtout les derniers mois, j'ai pas été super présent sur le podcast parce que changement de job, déménagement, etc. Là, disons que c'était du stock. Fait que, mais non, c'est le fun en maudit. Puis là, la nouvelle twist que j'ai faite dans nos entrevues, puis j'en parle juste en survol ce soir des entrevues. On va commencer à les présenter au prochain épisode. Mais si la semaine prochaine, là, on a une journée où est-ce que tu peux venir, on va te garder un segment. Ouais. Un segment aussi. On peut. Enfin, il y a 3 entrevues que j'ai faites quand je suis allé là. Donc, la première, évidemment, avec Porter Martone. La deuxième, avec le gardien de but, Jack Ivankovic, qui était, dans le fond, représentant également, qui représentait le Canada au championnat de hockey junior. Donc, j'y parlais un petit peu de ça. C'est le gardien qui a perdu contre la Lettonie. Ouais, non, j'ai pas voulu y parler de ça. Sais-tu, je me dis que j'éviterais le sujet, mais j'en ai quand même parlé, sauf pas avec cette direction-là, évidemment. Puis le troisième joueur, c'était un joueur de l'équipe adverse des Rangers de Kitchener, l'attaquant Luca Romano, qui est quand même... il est classé début de 2e ronde, je vous dirais, là, au niveau du repêchage 2025. Fait que, bon attaquant. Vrai, on va en reparler plus en détail, mais je l'ai beaucoup aimé. Puis, mais moi, j'aimerais ça que tu me parles. J'aimerais ça que tu me parles de l'expérience, puis peut-être que c'est pas grand-chose non plus, mais l'expérience de regarder un match sur la... Dans le fond, est-ce que tu es dans les estrades ou tu es sur la galerie de presse?
Ça dépend où. Donc, si on parle de ce match-là, Brampton, normalement, j'aurais dû être sur la galerie de presse. Sauf que quand je suis arrivé peut-être 5-10 minutes après que le match a commencé, puis déjà là, la galerie de presse était pleine. Donc, Brampton, c'est pas la même. Je pense que c'est peut-être une coche au-dessus des autres arénas que j'étais allé. Il y avait beaucoup de monde. Donc, je suis allé comme une autre section. Je n'étais pas dans les estrades. J'étais comme en arrière d'un des buts. Finalement, il y avait une espèce de comptoir qui longeait derrière le filet, mais au même étage finalement que la galerie de presse. Puis, écoute, j'ai pas vraiment. Les gars n'avaient pas tant de jasette, là, mais il y avait un gars à côté de moi qui avait l'air d'un scout des Sharks. Parce qu'il y avait un sac à dos. En tout cas, il y avait une couple de gars comme ça que il avait l'air d'avoir bien des scouts. Fait que, évidemment, Street Scout en faisait partie. Fait que... man. mais c'est une super bonne expérience. Puis, c'est la première fois également que je faisais des entrevues avec des joueurs, puis le responsable PR était à côté pour tout le long de l'entrevue, puis il s'assurait, il écoutait toutes les questions que je posais, s'assurait que tout était bon. Fait que c'était très professionnel, je dirais. Allez, moi, je viens de penser à quoi. Là, je t'entends, Fred, puis vous savez, Fred, c'est un gars qui est convaincant, c'est un gars qui a une belle voix. Il faudrait qu'on aille se chercher une médiapage, genre, pour le repêchage de la Q, genre la LHJMQ, puis que Street Scout aille. Il y a des podcasts qui font ça. Bon, des podcasts qui sont plus connus, qui ont plus d'expérience que nous, là. Mais d'explorer, je ne sais pas à quel point ça serait compliqué, là, mais c'est pour ça que je mets Fred en dessous du truc, là, parce que c'est un peu lui qui va. Non, mais il n'y a rien de compliqué. Je veux dire, tu fais juste appeler, tu demandes, je peux-tu faire ci, puis ils disent oui ou ils disent non. Je veux dire, comme là, on a les 3 entrevues qui ont été faites il y a 2 semaines. Bon, je peux pas en parler tout de suite. Là. Si ça arrivera pas, mais c'est pas grave. Mais il y a également l'Armada de Blainville-Beaubriand qui m'ont donné le go pour aller faire des entrevues avec eux. Je voulais le faire il y a 2 semaines, mais après une partie, mais le responsable des PR me dit c'est peut-être plus facile que tu viennes avant ou après une pratique. Fait que OK. Puis c'est peut-être avoir plus de temps avec le gars. Exact. C'est ça. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça, parce qu'exact, on peut peut-être pousser davantage, essayer de comprendre comment que ça se passe l'année du joueur, à place qu'on soit toujours rush, 2-3 questions, puis that's it. Ouais. Là, tu sais, je faisais. Parce que là, c'est un peu ça que tu as fait. Là, dans le fond, la game finie, tu descends, tu t'en vas, genre, près du vestiaire de Brampton, t'es comme. Tu t'attends Parker Martin passer, t'es comme. Hey! Ben, j'attends le responsable, dans le fond, de l'équipe. Fait que chaque gars, j'avais leur numéro de téléphone. Fait que je peux juste dire, je suis ici. Fait que il m'apporte le joueur. Sauf que là, Brampton, le problème, c'est que les 2 vestiaires sont pas un à côté de l'autre. Fait que il fallait que je cours d'un à l'autre pour interviewer les deux joueurs de Brampton puis le joueur de Kitchener. Fait que, tu veux aussi que le gars, il y a d'autres choses à faire. Il veut se déshabiller, il veut prendre sa douche, puis il va aller voir sa famille. Fait qu'il il veut pas passer une demi-heure avec toi. À ce moment-là. Là. Non, c'est ça. J'étais content au moins que Brampton ait gagné, parce que sinon... ça aurait été lourd un peu comme ambiance. Mais t'étais chanceux, t'as quand même pogné 3 espoirs de qualité. Là. C'est quand même cool. Exact. C'est ça. C'est pour ça qu'idéalement, je regarde l'horaire en conséquence, puis là, ça a super bien à donner, parce que, bon... J'étais à Toronto, là. Je suis pas à Toronto à chaque week-end. Fait que, mais ouais, non, ça nous a fait du bon contenu. Puis moi, ce que j'étais vraiment, mais vraiment content, c'est quand les 3, un après l'autre, ont accepté de dire, mettons, This is Porter Martin, you're listening to Street Scout. Fait que là, tu vas me ramener sur le show, toi. Mais c'est très cool, man. Je suis content que tu aies eu une belle expérience. C'est-tu des. Bon, tu les as pas parlé si longtemps que ça, mais c'est-tu des chic tips? C'est-tu. Vas-y, lance-toi. Écoute, en partant, j'ai commencé avec Luca Romano. Il vient de perdre, c'était quand même un match qui a fini 4-1, je pense. Fait que c'était pas un grand match de leur part. Mais tu sais, il a pris le temps, je le trouvais quand même très bien. Donc à ce niveau-là, super. Ivan Kokovic, je l'ai beaucoup aimé. Je le trouvais quand même, c'est un gardien. Fait que, il est relax, il est chill. Il me répondait à mes questions. Hein? Non, oh my God, non. Je suis pas la personne la plus grande non plus. Là, je me sens 5 pieds 9, mais
je parlais dans les yeux. Là. Par contre, Porter Martone, il a fallu que j'aille voir mon physio le lendemain parce que j'avais mal dans le cou à le regarder. Là, en patin en plus, là, qui est grand, ça n'a pas de sens. Mais ouais, non. Lui, Porter, autant que je l'adore comme joueur, il m'a pas plu beaucoup. Là. Je trouvais que c'est le seul qui m'a pas serré la main à la fin de l'entrevue avant de partir. Je trouvais que il s'en foutait. Là. Il avait vraiment hâte que je termine. Le gars, il l'entrevue, il a dû faire. Ouais, c'est ça. Exact. Il faut comprendre cet aspect-là aussi. Puis là, t'as un gars de Street Scout. Tu sais quoi, ce Street Scout? Qui vient poser des questions. Puis, il faut comprendre le gars aussi, bien évidemment. Mais j'avais des questions tellement bien développées, j'étais tellement fier. Puis là, je le voyais qui était comme, hey, finis ta question. Fait, il y a des moments que je les ai raccourcis. Là, donc, mais ça reste que je suis super reconnaissant que les deux équipes nous aient donné le droit de poser des questions à leurs joueurs. Fait que c'est pas tout le monde qui accepte des fois. Là, fait que les gars, ils finissent une partie, ils n'ont pas la tête nécessairement à faire des entrevues, mais c'est ça, ça a fait du bon contenu qu'on va pouvoir commencer à partager prochainement dans les prochaines semaines, ces trois-là, puis évidemment, espérant qu'il va en avoir d'autres qui pourraient suivre, puis qui sait, mon brass peut-être, on pourrait aller faire des drafts, puis je sais pas. Non, c'est sûr que Street Scout va vivre un draft puis NHL un jour. C'est juste qu'il faut être patient, mais c'est sûr qu'un jour on va être là-bas. Il faut voir bien que ça a l'air. Ben oui, j'ai déjà essayé j'ai déjà contacté un Canadien pour demander au niveau du camp des recrues. Là, j'étais comme, on peut-tu venir? Puis, c'est une autre game, ça là. Alors, on va commencer par la repêchage avec lui. On va aller faire des entrevues avec des petits doutes de 15 ans, puis après ça, on va être. Ah ouais, c'est ça. Ça serait nice quand même. Avoue que ça serait nice. Et ça serait possible. Il y a du monde que je connais qui l'ont déjà fait. Là. Pour vrai, je ne sais pas c'est quoi les procédures, là, mais pour un draft de la Q, je pense que c'est possible. Ouais, absolument. Mais on va continuer comme ça, avec évidemment les analyses de prospects qu'on fait durant toute la saison, que vous faites durant toute la saison surtout. Là. Fait que voilà, dans le fond, ce qui m'amène un peu au vif du sujet du podcast, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des top 15 patineurs européens précision qui évoluent en Europe. Donc, pas nécessairement ceux de la CHL ou aux États-Unis. Donc, les gars, Brad, veux-tu commencer avec le tien? Ouais, je peux bien commencer avec le mien, me dégourdir un peu parce qu'après 20 minutes, j'ai pas parlé beaucoup des 20 premières minutes, je vous dirais bien. Non, mais c'était bien intéressant, puis c'était bien le fun t'écouter, puis on a bien hâte de savoir c'est qui tes prochaines cibles durant le reste de la saison. Moi, au 15e rang, j'ai le Slovaque Thomas. Je me trompe-tu? Il est Slovaque? Thomas Pobezal. Ça serait surprenant que ça serait pas un Slovaque puis qu'il joue en Slovaquie, par exemple, mais ça se pourrait. On parle d'un attaquant de 5 pieds 9, 178 livres. Avec le HK Nitra cette saison, il a amassé 14 buts, 6 passes, 20 points en 34 rencontres. Moi, je l'ai observé à 4 reprises durant la saison. C'est un joueur que j'ai vu une nette amélioration dans son jeu depuis l'année passée. En fait, on le voyait beaucoup comme un attaquant strictement offensif, qui avait vraiment un gros IQ offensif, des bas de main, un patineur extrêmement rapide. Puis cette année, pour de vrai, j'ai trouvé qu'il avait amélioré son jeu défensif, qui était plus impliqué défensivement, que ses replis étaient plus intenses, puis que son positionnement dans sa propre zone était vraiment bon. Un gars qui a un bâton vraiment actif, qui anticipe le jeu, coupe des lignes de passe, puis il est vraiment rapide. Fait que la transition, elle se fait tellement bien. Puis c'est ça, dans la zone offensive, son talent était là l'année passée, il est encore présent. Là, son IQ, il est vraiment haut, autant individuel que collectif. Là,
je te dirais plus individuel dans le sens que il a tellement des bonnes mains, sa rapidité. Un Bonnie, il y a une séquence, il fait semblant d'aller en arrière du filet. Le défenseur, le gardien se déplace vers l'autre bord du filet, mais il revient du même sens. C'est comme un genre de faux wrap-around qui revient. Là. Il y a vraiment des skills offensifs intéressants. Il est capable de distribuer la rondelle. Un shot correct, mais pas le plus lourd. Il est quand même assez précis. Mais c'est ça, c'est pas le plus lourd. Mais c'est ça, j'ai vu une nette amélioration dans son jeu. C'est un peu pour ça qu'il a percé mon top 15 européen. Je sais que la centrale le classait quand même beaucoup plus loin que ça, là, mais il m'a amplement satisfait pour rentrer au 15e rang. Ouais, mais la centrale de Richmond nationale, là. Ouais, vas-y, Fred. Je parle de la centrale, mais en même temps, je regarde un petit peu son rang de sélection, puis c'est très mitigé, j'ai l'impression, parce que il y a certains qui classaient fin de deuxième ronde, je le vois 18e sur un ranking en quelque part, fait que c'est élevé en maudit, mais c'est intéressant à voir. Ouais, je sais pas, ben, il y a des rankings qui sont pas encore mis à jour. Là. Je sais pas si ton 18e, c'est un ranking. Ben, peut-être, là. Mais pas besoin, parce que pas besoin, il descend beaucoup ces listes là, dernièrement. Là. Avec ou sans raison, là, c'est sûr que bon, la centrale de la Ligue nationale déteste les petits joueurs. Elle est sévère envers ça. En plus, pas besoin, là, c'est un des plus vieux de ce repêchage-là. Là, de mémoire, il est né le 18 septembre. Là, sinon, s'il était né 4 jours avant, il aurait été au repêchage l'année dernière. En plus. Donc, c'est ça. Mais pas besoin de 15e chez vous. Là, moi, j'allais plus haut, mais je trouve que c'est un bon choix. J'y vais, Damien? Parfait. Au 15e rang, sur ma liste, en date du 2 février, patineur européen, moi, j'ai Wojtek Siar. On a parlé au dernier championnat mondial de hockey junior. Mon chum Fred, tu as vu la Tchéquie, donc tu as vu mon Siar jouer. Mais tu sais, au début du tournoi, vraiment, on critiquait beaucoup Merka qui avait été pas invité, Benak, Badinka. Mais il y a quand même d'autres Tchèques qui étaient admissibles au repêchage 2025 ou 2026 qui ont gagné un poste avec cette équipe-là. Puis Siar, c'en était un. Un joueur, j'allais dire un petit joueur. C'est un 6 pieds, je pense 6 pieds, 186 livres, là, de mémoire. Là. La Tchéquie avait besoin d'un joueur intense sur son quatrième trio, puis Wojtek Siar cochait cette case-là. Je pense que c'est pour ça qu'il a été favorisé au détriment d'un Adam Benak, par exemple. Je pense que Benak, s'il y avait eu... moi, Benak, j'aurais pris dans l'équipe quand même, là. Mais je pense que Benak, c'était un pas sur le top 6 ou rien, tandis qu'un Siar pouvait avoir un rôle de soutien dans cette équipe-là. Un petit joueur intense en échec avant, un gars qui joue sur 200 pieds. Son jeu avec la rondelle, moi, il me déçoit un petit peu. Là, il est en train de développer sa game offensive. Il n'a pas les meilleures mains, pas nécessairement la meilleure lancée, mais c'est en progression. Je pense quand même qu'il y a de la place à du développement dans sa game offensive. Donc, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Mais sans la rondelle, ce joueur-là excelle en anticipation. Là, j'ai beaucoup de ses visionnements qui sont au championnat mondial de hockey junior. Là, et même dans sa ligue, il joue avec les adultes en Tchéquie. Il se démarque quand même. Sans la rondelle, en anticipation, très, très bon. Un très bon bâton défensif. Intense le long des bandes. C'est sûr que là, en vous disant un joueur 15e européen, ça ne veut pas dire que c'est un gars de première ronde. Tu sais, Siar, là, moi, je le vois fin de deuxième, début de troisième ronde, peut-être. Là. Les espoirs européens, je sais, j'ai pas de comparatif. Je n'ai pas les listes dans les années antérieures. Mais cette année, le classement européen, il n'est pas fameux. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est le pire du siècle, là, mais il n'est pas fameux. Là. Comme dans mon top 15, moi, personnellement, il y a peut-être mes 3-4 premiers que je joue en première ronde. Là. Donc, Siar 15e, c'est bon, mais ça demeure pour moi un espoir de fin de deuxième ronde qui a beaucoup de développement à faire encore. Là. On est encore loin de la coupe au lait. OK. Brad, l'as-tu dans ton top 15, Siar? Non, Siar, je ne l'ai pas dans mon top 15. On en avait parlé off-cam, je savais au début qu'on l'avait mis loin, là. Mais puisque c'est central, justement, lui est classé 5e, je pense, en européen. Là, on parle. Puis moi non plus, un peu comme Simon, là, son jeu sans la rondelle,
Je le trouvais. Son jeu avec la rondelle, sans la rondelle en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas souvent la rondelle, puis il cherchait pas souvent à l'avoir non plus en fait. Là. C'est vraiment un. Je trouvais qu'il allait se positionner devant le filet, puis qu'il attendait beaucoup que le jeu s'en vienne, qu'il ça joue à l'entour du filet. Là. C'est un peu ça que je lui reprochais. Mais non, c'est ça, je ne l'ai pas dans mon top 15. Donc, numéro 14, qui que t'as? Moi, au 14e rang, j'ai sûrement un joueur qui. Je serais. Il va-tu se faire repêcher? Je suis pas sûr. Donnez-y 30 livres de plus, puis 2 pouces de plus. Peut-être qu'on aurait une autre discussion, mais on va parler ici de Dimitri Isaïev. C'est un joueur que Simon, il m'a un peu fait découvrir une couple de mois, là, un mois peut-être, un mois ou deux. Ouais. De qui tu me disais que j'allais l'aimer à cause? C'était-tu à cause de Binac? C'était à cause d'Adam Binac, je pense que tu me disais ça. Ouais, mais en fait, je te disais, Johnston, Binac, tu vas aimer Isaïev en tabarouette. Là. Exactement. Puis j'ai-tu été déçu? Non, j'ai pas été déçu parce que oui, effectivement, c'est un joueur extrêmement explosif. Mais là, je vais commencer par vous dire ses mensurations parce que ça va un peu tout expliquer le reste. On parle ici d'un joueur de 5 et 9. Ouvrez bien vos oreilles, 148 livres. Il a amassé 35 points en 32 rencontres en MHL. J'aimerais bien ça vous dire le nom de son équipe. C'est pour ça un peu que je passe à côté. Là. C'est le Afto Yekaterinburg. Quand même pas si pire. C'est ça, 35 points en 32 rencontres, 15 buts. Mais tu sais, c'est ça. C'est un peu un joueur extrêmement explosif. En MHL. En MHL. C'est un joueur extrêmement explosif. Coup de patin extrêmement rapide, des mains très fluides. Un peu comme Adam Binac, là, c'est un fabricant de jeux. Je dirais pas hors pair, là, mais c'est un fabricant de jeux élite. Surtout dans des patinoires qui sont européennes de même, des grosses patinoires. Fait que, la place pour qu'il patine avec la rondelle en zone offensive, là, pour de vrai, il fait le tour du filet 2-3 fois, il garde la rondelle. Son jeu offensif est vraiment bon. Repli défensif correct. Dans sa zone, c'est tel que tel. Là, il y a un bâton quand même relativement court. Fait que, je trouvais ça difficile de couper des lignes de passe. Il était vraiment c'était vraiment court comme portée, admettons. Mais c'est ça, c'est vraiment son talent offensif qui est extrêmement intéressant. Comme je dis, il rajoute un 25 livres puis un 5 et 11, puis ça serait encore plus intéressant parce que quand ça arrive le temps des batailles à 1 contre 1, là, je le voyais, il se faisait projeter au sol. Là. C'était assez incroyable à quel point tu voyais, il revolait. Là, c'était. Imaginez dans le coin de patinoire qu'on a gros Vilchinski aussi. Ça n'était pas drôle, mais tu sais, c'est un fabricant de jeux vraiment élite, là, mais. Je l'ai mis 14e parce qu'il a le talent, mais je sais très bien que ça va finir en 5, 6e ronde, peut-être même pas repêché, en fait. Là. Je ne sais pas, j'ai hâte de voir. C'est ça. Mais il me semble que la centrale le classe quand même relativement bien, mais malgré son petit gabarit, il me semble qu'il est dans le top 10, là, si je me trompe pas. Il est genre 7-8 là. C'est pas à négliger, mais c'est ça. Vu qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans son jeu, peut-être que la centrale le classe plus élevé. Là. Puis c'est un peu ce que j'ai vu aussi. Là, c'est vraiment... c'est un fabricant de jeux élite. Là. Tu vois-tu une similitude avec Justin Poirier, dans le sens que, au niveau de la taille, Justin Poirier est quand même pas mal plus costaud, là, mais c'est quelque chose qui, je sais pas, t'as fait penser à ça? Justin Poirier, c'est plus un sniper. Mais comme je dis souvent à Simon, des petits joueurs qui ont le rôle de marqueur sont moins portés à être frappés, admettons. Lui, Justin Poirier se positionne, reçoit la rondelle, envoie au filet, tandis qu'Isaïev, lui, c'est plus le gars qui va aller chercher la rondelle dans le coin, qui va fabriquer des jeux. Fait que lui, il est plus à risque. Fait que je pense que c'est plus difficile pour lui d'avoir un rôle, admettons, important dans une équipe comme dans la NHL, admettons. Comme Justin Poirier peut faire sa marque en se positionnant. Je dis pas que c'est un Cole Caulfield, mais regarde Caulfield, il se fait jamais frapper parce qu'il garde jamais la rondelle bien longtemps. Fait que c'est ça la différence un peu que je vois entre un Justin Poirier et un Isaïev. OK. Je sais pas si c'était clair. Oui, absolument. Bruce, avant de te faire
passer au 14e. Fun fact, Dimitri Isaïev, apparemment, que c'est également un acteur russe bien connu. Fait que, voilà. Ouais. Le Kid? Un autre! Ah, ouais? OK. Un autre. Fait que Brad, c'est qui que t'as au 14e? Ben, si Brabant a parlé d'un petit joueur, moi, je vais aller dans l'autre registre. Le 14e rang, moi, j'ai l'attaquant tchèque Tomas Politin. Attaquant tchèque qui joue en Finlande avec le Pelican. Il joue chez les U20 là, dans la Ligue junior finlandaise. Petite parenthèse, là, la Ligue junior finlandaise, elle est plate à regarder. C'est vraiment, mettons, tu prends la Ligue junior finlandaise versus la MHL ou la Ligue de la nationale en Suède, là, le niveau de jeu il est tellement plus bas en Finlande. Là, moi, ça me fait capoter. Mais bref, Tomas Politin est quand même intéressant. Un gros attaquant de 6 pieds 1, on frôle le 200 livres. Moi, quand je tente un jeune, puis que on commence avec une belle combinaison de gabarit et de vitesse. Asti, tu commences bien. Puis Politin, il y a ça. Il y a le gabarit, il y a les épaules et il y a le coup de patin. Je suis pas en train de dire que c'est plus rapide, là, mais son coup de patin, c'est vraiment pas un défaut. Là. Il y a sa vitesse de pointe est même très, très, très intéressante. Ben, très, très, très intéressante. Là. Enlève 2 traits. Là. Mais c'est un gars qui a une bonne force physique. J'étais comme Chris, relax, là, Chris. Là. Puis évidemment, c'est un gars qui est gros physiquement, qui est grand, dont il est bon en protection de rondelles. Je répète, là, dans la Ligue junior finlandaise, là, les défenseurs sont souvent très faibles, donc Politin en profite. C'est un gars qui bat au filet, qui va déranger le gardien. C'est un joueur qui est très difficile à maîtriser par le défenseur adverse, notamment en avant du filet adverse. Ce qui me déplut un peu dans mes visionnements de lui, c'est que il y a toujours 2 minutes de punition par match. Des fois, c'est 2 minutes en zone offensive, 2 minutes dans un moment important dans un match. Donc, sa lecture de la game, je la trouve pas si bonne que ça. Bref, elle pourrait grandement s'améliorer parce que c'est pas nécessairement un joueur qui est salaud. Oui, il donne des bons coups d'épaule, mais c'est souvent très clean. Mais ça va être un trébuchet, un bâton élevé. Il devra améliorer cet aspect-là de sa game. Mais Tomas Politin, quand même, pour moi, 14e. Je sais pas, là, fin de 2e, début de 3e, là, dans ces eaux-là. Oui, c'est là que je le vois, en effet, présentement, sur la plupart des liens. Brad, numéro 13. Yes, sir. Moi, on va rester en Finlande aussi. On parlait d'un gros joueur en Politin. Moi, je vais continuer avec Jan Chauvan, le centre du Tappara U20. Il a amassé 18 points en 32 rencontres, dont 10 buts. Moi, c'est un joueur qu'on a remarqué beaucoup au dernier Linka. En fait, aux 2 derniers Linka, j'imagine. 2 derniers Linka. Je sais pas mal. Ouais, 2 derniers Linka. Ouais, les 2 Linka, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un joueur, là, c'est ça, c'est mensuration, là. C'est un 6 pieds 3, 181 livres. On parlait de Politin qui était quand même relativement rapide. Chauvan l'est un peu moins, mais c'est pas comme Simon dit, c'est pas un défaut non plus dans le cas de Chauvan. Je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement solide sur ses appuis. Un attaquant qui patine vraiment large. Il a vraiment un beau coup de patin très fluide. C'est le genre de joueur qui est excellent en protection de rondelles pour de vrai. Rentrer en zone adverse sur l'aile puis couper au centre avec son gros gabarit. Comme Simon a dit, les défenseurs en Finlande sont beaucoup moins impressionnants. Fait que le jeu offensif il est comme plus facile pour les gros joueurs qui prennent l'avantage sur les défenseurs. Moi, je le vois un peu comme même si ses stats ne le démontrent pas tant que ça, mais je le vois beaucoup comme un passeur qui fabrique des jeux, bonne vision du jeu. Il y a un bon tir des poignets, par exemple. Ça je m'en cacherai pas que je le vois aussi comme un gars qui est capable de marquer des buts. Mais ce que je trouve qui est vraiment intéressant à son jeu, c'est son calme sur la patinoire. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il patine pas super vite, mais je le trouve vraiment calme. Tout se passe super bien. Il garde un jeu simple. C'est pas un gars qui va je vais dire complexé, mais qui va mettre un jeu fancy dans sa game.
est responsable dans sa zone. En zone offensive, c'est un joueur qui joue relativement haut, qui se prépare peut-être parce qu'il compense le fait qu'il y a un coup de patin qui est moins impressionnant, qui compense le fait qu'il va peut-être arriver comme quatrième joueur dans sa zone. Là. Mais c'est ça, je le trouve vraiment responsable. C'est une saison relativement correcte. Moi, je trouve que c'est ces matchs internationaux qui sont plus... souvent, les joueurs européens, là, quand ils arrivent dans les tournois internationaux, ils step up. Là. Puis Chauvin, je trouve qu'il clutch plus quand il arrive dans les matchs internationaux. Là. Il a très bien joué au championnat junior. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, dans les tournois, je le trouve une coche qu'en saison régulière. Ben, en effet, parce que même je regarde ses statistiques du Linka Gretzky, puis il a quand même fait 6 points en 4 matchs au dernier. Puis l'année précédente, 2023-2024, il a fait 4 points en 4 matchs. Fait que, c'est ça. C'est quand même bon. Ah, c'est bon. Ouais. Bon, brass numéro 13. On s'en va en Russie pour moi avec le défenseur Maxime Agafonov, arrière, qui joue avec le Tolpar Oufa dans la MHL, la Ligue junior russe. Défenseur à bon gabarit, 6 pieds 2, près de 200 livres. Un peu comme Poletine tantôt, Agafonov, il y a le gabarit puis il y a la vitesse. Là. Ici, tantôt, je disais que Poletine était très rapide, mais Agafonov, il est très, très, très rapide. Il a vraiment une belle vitesse. Agafonov patine merveilleusement bien avec et sans la rondelle. Défenseur qui contrôle le jeu sur l'avantage numérique, distribue bien la rondelle. Sauf que je trouve que c'est un défenseur qui a beaucoup d'aptitude, mais je le trouve encore beaucoup trop gêné. Dernièrement, a fait le saut un peu en VHL. VHL, c'est la Ligue américaine de la Russie. Là. Il a passé de la MHL à la VHL. Joue bien, patine encore très bien, transporte bien la rondelle. La première passe est là. Mais je le vois un petit peu trop gêné pour aller chercher la rondelle dans les coins de patinoire. Un petit peu trop gêné pour appuyer l'attaque. Il a les aptitudes pour le faire. Même en VHL, il l'a. Sauf qu'il se contente. Bon, il a un rôle de 5e défenseur. Il joue 14-15 minutes par match. Son objectif est de ne pas faire d'erreur. Il n'en fait pas. Il est quand même très solide défensivement. Mais j'ai hâte qu'il gagne. En fait, j'espère qu'il va gagner cette petite confiance qui va l'aider à vraiment s'épanouir dans son style de jeu. Parce qu'il y a un style de jeu qui peut s'apparenter à un défenseur qui est offensif, mais en ce moment, c'est un défenseur qui patine bien, mais qui performe dans sa zone. Mais on le sent qu'il serait capable, mais un petit peu trop timide encore pour moi, Maxime Agafonov, mais un défenseur que j'aime bien, que je projette bien, puis que j'ai relativement haut là, sur ma liste. OK. Numéro 12, Brad. Ben, ça sera pas trop compliqué parce que moi, au numéro 12, j'ai Maxime Afanagonov. Puis un peu dans le même sens que Simon, moi aussi, je trouvais que... Agafonov. J'essayais de le dire tantôt quand t'en as parlé, je suis comme Agafonov. Non, tu l'as dit, on t'a dit Afinagonov. Ça aurait pu parce que lui, ça en est un, ça aussi, qui a joué. Mais un peu comme tu dis, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que les matchs que j'ai regardés en début de saison, je trouvais que c'était un défenseur qui s'impliquait partout. Offensivement, il était là. Défensivement, il était là aussi. Ah, c'est ça que j'ai dit aussi, ouais. Oui, c'est peut-être ça que j'ai dit, en fait. Mais c'est bon. Mais tu sais, c'est ça. Puis je trouve que depuis qu'ils l'ont monté en VHL, je trouve que son implication est moins présente. Mais comme tu dis, il est beaucoup plus timide. Là, sa game défensive est bonne. Là, il fait pas d'erreur. La rondelle sort bien de la zone. Mais je voyais qu'il était capable. En MHL, je voyais qu'il était capable de transporter la rondelle, implanter le jeu en zone offensive. Il installait les choses. Puis là, il fait plus comme supporter, mettons, l'autre défenseur avec qui il joue. Il reste un peu plus en retrait. Mais comme tu dis, c'est ça, moi aussi, j'ai hâte de le voir un peu plus s'épanouir. Ouais. Puis, mais c'est une transition, tu sais. Mais quand même. C'est une progression. Mais c'est un défenseur qui est relativement intéressant, là, qui peut être un défenseur quand même assez complet. On voit qu'il y a une bonne game défensive. Reste juste à stepper up offensivement. Puis, ça devrait être très intéressant. Sinon, ce serait un bon shutdown defenseman, finalement. Ouais, parce que je regarde ses stats en ce moment, puis il ne se tasse même pas beaucoup dans la MHL. C'est qu'on sent qu'il
On verra. Ouais. Mais il y a quelque chose, tu sais, tu le vois qui serait capable, mais il veut pas se lancer, mettons. Ouais. OK. Brass, numéro 12, qui que t'as? Je pense vraiment que tu l'avais 15. Moi, j'ai Thomas Pobezal, 12. Tu l'avais-tu 15, vraiment? Ouais, exact. Je ne veux pas répéter tout ce que tu as dit. Moi, je veux juste ajouter sur Thomas Pobezal que il joue à Nitra dans la Ligue élite slovaque. Là. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la Ligue en Slovaquie. Ça dit juste Slovaquie quand tu checkes. Ouais, Slovaquie. Ouais. Tu joues dans quelle ligue? Slovaquie. Non, mais il se tente quand même beaucoup pour un joueur de son âge. Je pense que l'autre fois que j'ai vu un tableau, là, les joueurs de son âge dans ce circuit-là et les stats qu'ils ont eu à leur année de repêchage, puis Pobezal, il est dans les meilleurs. Bon, je n'accorde pas beaucoup d'importance aux statistiques, mais je vais quand même l'énumérer. Moi, Pobezal, ce qui me saute aux yeux, petit Brabant, là, on discute beaucoup de nos observations, là, puis, mais depuis le début du Street Scout Podcast, en plus. Mais au début, Pobezal, je me rappelle, Brabant, tu m'avais déjà dit, ce gars-là, il a le cordon du cœur qui traîne dans la merde. Ouais. Puis ça, c'était au moment où Pobezal, je pense qu'il jouait au U18 l'année passée. Il était capitaine de la Slovaquie, puis il était vraiment, vraiment, vraiment paresseux. Il avait vraiment... son match. Puis nous aussi, ça en était un, tu voyais qu'il pouvait dominer cette rencontre-là, littéralement, mais son équipe perdait 2-0, 3-0, c'était terminé pour lui. Sauf que cette année, avec Nitra, avec des adultes en Slovaquie, son éthique de travail est là. Son attitude est meilleure également. Au niveau junior, tu vois Pobezal, il y a quelqu'un qui va nexer, quelqu'un qui va se faire remplacer, mais il se laisse traîner les pieds, c'est long. Fait que là, son remplaçant doit sauter un petit peu plus tardivement sa patinoire. Avec les adultes, c'est comme si Pobezal était un tout nouveau joueur. Puis honnêtement, je sais comme pas trop quoi penser de ça, parce que bon, quand il va jouer dans la Ligue nationale, souhaitons-lui, mais il va jouer des adultes. Donc, est-ce qu'il va adopter le bon style de jeu? Mais j'ai un gros point d'interrogation sur la différence de match qu'il peut avoir lorsqu'il est parmi les moins bons, genre dans un groupe, que lorsqu'il est le meilleur de son équipe. Au niveau, c'est ça. Puis même cette année, il a été de la Slovaquie au championnat mondial de hockey junior. Bon tournoi, là, il y a eu des bonnes occasions de marquer, mais lui aussi, c'est en a un qu'on sent qui pourrait. Je pense qu'il a amassé 1 ou 2 points. Là. Et puis Pobezal, c'est le talent offensif, là, lui sort par les oreilles quand même. Ouais. Puis même que dernièrement, il se fait même de plus en plus utiliser sur le désavantage numérique par son équipe. Bref, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir construire de ce joueur-là. Mais moi, c'est son âge m'inquiète. Je veux dire, il est quand même jeune, là, mais c'est un des plus vieux du repêchage. Il n'est pas très grand. Puis tantôt, on va peut-être parler de Kingzel, là, mais tu sais, Kingzel, c'en est un qui n'est pas très grand, mais il est pas mal plus mature physiquement qu'un Pobezal, je trouve. Bref, un grand talent Pobezal, mais on a encore beaucoup de points d'interrogation autour de nous. OK, intéressant. Brad, numéro 11? Yes, moi, au numéro 11, j'ai Oscar Davidson. Lui, il joue en SHL avec le HV71, un ailier de 6'1", 187 livres. C'est ça, en SHL, dans le fond, en ce moment, il a 0 points en 13 rencontres, mais lui, à l'inverse de Pobezal, pas cette année, mais de l'année passée, il a clairement pas le cordon du cœur qui traîne dans la merde parce que, sérieusement, toutes ces séquences, tous les chiffres qui est sur la patinoire, pour de vrai, c'est à 200%. C'est un joueur qui est bon dans les 3 zones par son intensité. Ses replis défensifs sont ultra rapides. Son échec avant est solide. Là, on parle en SHL. Puis les matchs que j'ai regardés, là, c'était du 18 minutes, ce qui est quand même relativement très bon pour un jeune joueur qui joue en SHL. Là. Fait que c'est beaucoup de responsabilités pour un jeune joueur. Fait que c'est ça, son échec avant est intense. C'est un gars qui se positionne très bien. Il se donne toujours en option de passe. C'est pas
je vois un talent assez restreint, mais un gars de rôle, admettons, qui il va chercher la rondelle dans le coin, il la remet en avant. C'est pas un gars qui va préparer des jeux. Il garde jamais bien longtemps la rondelle. Mais c'est dans sa zone, c'est un bâton extrêmement actif, coupe des lignes de passe, relance l'attaque assez rapidement. C'est pas un joueur que j'ai beaucoup regardé cette année. Là. Quand on a parlé de faire notre top 15, je me suis penché dessus. Puis une fois que j'ai regardé un match, j'ai commencé à en regarder 2 autres après. Puis c'est vraiment un gars. Il stat pas beaucoup, mais il manque pas grand chose pour qu'il stat, admettons. C'est vraiment le petit. Le petit plus, là, la petite bougie qui commence à en mettre un dedans ou ça va faire parce que son éthique de travail est super bonne. Non? Je vois aussi que, comme je sais plus qui qu'on parlait tantôt, mais qu'il est aussi quand même assez vieux. Là. Il est né le 25 septembre. Ah. Ouais. On se rappelle que la date est le 15. C'est ça. Tantôt, c'est le 18. Ouais, je pense qu'il n'y a pas bazar. Non, le plus vieux, là, c'est Artem Vilchinski, le gros défenseur russe. Si tu es pas 242 livres, je pense qu'il est né le 16 septembre. Wow! Ouh! OK. Brass, qui tu nous présentes au numéro 11? Numéro 11, j'en ai parlé un petit peu tantôt. J'ai l'attaquant suédois Viktor Klingzel. Klingzel, c'est un attaquant là, qu'on en a parlé depuis longtemps. Là. Il a vraiment fait écarquiller les yeux. Je pense que Linka Gretzky, en début d'année, en 5 rencontres, il avait amassé 12 points. Là, c'est là Klingzel. Puis le Linka Gretzky, c'est un peu là que la saison de scouting commence. Là. Fait que Klingzel, de manière temporaire, a déjà été numéro 1 sur nos listes. Bref, petit attaquant de 5-9, 5-10, mais beaucoup plus mature physiquement là, que Pobezal tantôt, 188 livres, et ça paraît là, sur la patinoire. Viktor Klingzel, c'est un joueur qui est spectaculaire, c'est un joueur qui est très offensif. Cette saison en national, de le voir avec 25 points en 33 matchs, c'est décevant. Vraiment, là, Klingzel au Linka Gretzky, les attentes envers lui ont vraiment commencé élevées. Et là, l'année s'enchaîne et, bon, les attentes diminuent et son rang également. Mais ça demeure quand même un joueur qui est vraiment beau à voir jouer, qui a vraiment beaucoup d'outils dans son coffre pour avoir une game offensive au prochain niveau. Pour vrai, moi, j'y crois quand même. Patine très bien, a des très bons edges. Malgré son petit gabarit, est capable de rentrer dans la boîte. Là, ne joue pas strictement en périphérie. Il a un excellent lancer. C'est juste que, bon, son jeu sans la rondelle, là, son jeu sans la rondelle dans la zone neutre et dans la zone défensive, ils sont vraiment difficiles. Là. Souvent, en zone... Puis, j'ai vu une vidéo de Mishkov là, la semaine passée là-dessus. Là. Tu vois, Mishkov, là, je pense que c'était comme New Jersey. New Jersey, ils ont la rondelle en zone de Philadelphie. Puis à un moment donné, Mishkov fait comme un peu tricher, fait comme un peu faire une mauvaise lecture du jeu, mais il fait comme partir en zone neutre parce qu'il pense que son chum va intercepter à la passe, puis qu'il va, bref, un crise de tricheur. Klingzel, il fait ça aussi. Fait c'est à faire attention. T'sais, il veut le gros jeu, il va avoir la passe pour son échappée. Mais les joueurs qui sont unidimensionnels, lorsque ta force est vraiment élevée, mais la projection est possible. Puis je trouve que Klingzel a sa force, mais en ce moment, il faut qu'il noircisse un petit peu plus sa feuille de pointage. Mais comme j'ai regardé 2 matchs de lui là, hier, 2 matchs où il a amassé 0 points, mais dans les 2 rencontres, il y a peut-être des 5-6 occasions de marquer franches là, où que le gardien l'a volé, ça l'arrive. J'y crois encore Klingzel, là, mais il faudrait qu'il trouve un moyen de noircir la feuille de pointage plus souvent. Non, parce que quand on l'avait regardé justement au Linka, il avait quand même fini avec 12 points en 5 matchs. C'est normal. Mais il avait pas fini dans nos listes. Il avait fini avec 7 points contre la Suisse, je pense. Puis c'est incroyable. C'était quelque chose du genre. Là. Ouais, mais moi, j'allais un petit peu plus haut, moi, par exemple. Là, mais... OK. Ben, on va aller... On rentre dans le top 10, les gars! Yes, sir. Let's go! Let's go, Brad! Yes. Moi, dans le fond, c'est quasiment un copier-coller de mon 11e parce qu'on va parler de Eddie Genborg, un attaquant du Linköping
HC en SHL, un attaquant de 6'2", 185 livres. On parle de 2 buts en 19 rencontres. Un autre jeune joueur qui joue en SHL, alors son temps de jeu il est quand même assez restreint sur certaines rencontres. Là. Moi, j'ai flirté avec du 5 minutes, puis j'ai flirté avec du 12-13 minutes. Je sais pas si toi, Simon, t'as été dans ces eaux-là et tout. Là. Mais c'est un joueur un peu comme je disais de Davidson. C'est mais encore plus impliqué physiquement. Là. Lui, il distribue les mises en échec relativement solides. Là. En échec avant, il va pas nécessairement pour la rondelle. Il va frapper premièrement, puis après ça, il va prendre la rondelle. C'est un gars qui se positionne devant le filet puis qui le fait de la bonne manière. Ses batailles devant le filet sont vraiment ardues. Puis moi, j'ai vu les 2 buts qu'il a marqués. Puis un des 2 buts, c'est vraiment durant une bataille devant le filet. Il s'en laisse pas imposer. Puis avoir le défenseur de l'autre côté avec sa grosse barbe, j'imagine que le défenseur, il a pas 19 ans comme... il a pas 18 ans comme Genborg. Puis Genborg, il s'en calisse, qu'il ait 32 ans ou qu'il en ait 19, il fonce au filet, puis il s'installe là, puis il va batailler jusqu'à temps que le gardien ait gelé la rondelle. Ses replis défensifs sont intenses. Dans sa zone, il joue de la même façon. J'aime ça le voir. Il est quand même assez actif. Il laisse pas beaucoup de temps aux défenseurs d'analyser le jeu. Il fonce beaucoup sur la rondelle. Puis ça marche là, il intercepte des jeux, bloque des rondelles, c'est vraiment un joueur. Je pense pas qu'il va faire des stats en fou, mais sur un bottom 6, là, ça peut être un fucking de bon guess là, vraiment intéressant. Là. Brass, l'as-tu toi dans ton classement? Oui, moi il est 3e. C'est ton style de bonhomme. Mais vas-y donc avec ton... Non, vas-y, non, c'est correct. Il va finir tantôt. Vas-y donc avec ton 10e, Brass. Moi, mon 10e, là, c'est vraiment un joueur qui est arrivé sur mes radars, calissement dernièrement. C'est un gros attaquant russe, Daniil Prokhorov, un ailier droit de 6 pieds 6, 209 livres. Il joue en MHL avec le Dynamo de Saint-Pétersbourg. Évidemment, là, le gabarit, il est trippant aussi. Et bon, on a une bonne vitesse reliée à ça. Pas le plus élégant patineur, là. Genre, il est encore en train d'apprendre à habiter son corps, ce grand Daniel-là. Mais en ligne droite, patine très bien. Utilise très bien son gros gabarit pour appliquer des bonnes mises en échec. Là. Pourrait être un peu plus mine, là, mais bon, sur le long des bandes, là, pour séparer l'adversaire de la rondelle, il est très bon là-dedans. Sa grosseur, son gabarit, évidemment, quand l'attaque est installée du côté de son équipe, mais Prokhorov, il va s'installer son gros derrière devant le filet adverse pour obstruer la vue du gardien. Il le fait très bien. Très difficile là, à déplacer pour les défenseurs adverses. Donc, ça fait en sorte que Prokhorov est très, très bon là, autour du filet adverse. C'est un gars qui est combatif, qui est capable d'être chercher les gros hits, mais comme je viens de le dire, je pense qu'il pourrait être encore plus un power forward qu'il est en ce moment. Puis, avec son gros gabarit, mais en protection de rondelle, c'est très difficile de lui enlever. Pour vrai, en protection de rondelle, il me fait penser à Joël Armia là, à certains moments. Là, je le voyais sur son match. Il a un peu la même technique que Joël. Bref, Daniil Prokhorov, un joueur qu'on connaît vraiment peu, mais il commence à rentrer ses radars du monde. Donc, un nom à surveiller. Moi, je l'ai 10e sur mon top 15 européen. OK, d'accord. Moi, je le voyais 27e sur la liste de la liste de la centrale. Okay. Ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, de joueurs européens. Vas-y, Fred, excuse-moi. Ce que je disais juste de joueurs européens, tout simplement. D'accord. Bon, Monsieur Brab, numéro 9. Yes, moi, ça sera pas compliqué parce qu'au numéro 9, on a Victor Klingzel. Pour renchérir aussi Simon, je pense que Simon a un peu tout dit là. Un peu un joueur unidimensionnel, mais que offensivement, c'est je dirais pas exceptionnel pour avoir un genre de petit synonyme, mais non, je te dirais que moi, ce qui m'impressionne chez eux, c'est à quel point ils anticipent bien le jeu.
Son bâton, il est tout le temps bien positionné pour intercepter une passe ou juste le petit type pour soutirer la rondelle à l'adversaire. Là. Il est vraiment bon. J'ai trouvé qu'il y avait de meilleurs échecs avant que en début de saison au Linko, des affaires comme ça. Là. Je trouvais que son échec avant, il s'impliquait plus en fond de zone pour aller chercher la rondelle. Puis c'est vraiment sa créativité à faire des passes, pour de vrai, des sauceurs par-dessus 2-3 bâtons. Il est autant rapide qu'il est capable de ralentir le jeu, d'installer le jeu, puis de repartir à pleine vitesse. Pour de vrai, son arsenal, comme Simon a dit, son arsenal offensif est vraiment impressionnant, mais c'est son unidimensionnalité qui pourrait jouer contre lui. Moi, je pense que c'est un joueur qui va se faire repêcher, mais il va falloir qu'il travaille son jeu défensif parce que, comme Simon a dit, il quitte vraiment trop rapidement sa zone puis il met souvent ses défenseurs dans l'embarras à cause de ça. Là. Mais tu sais, Klingzel, là, c'est pas interdit là, de le voir là, à son plein potentiel physique à genre 5 et 11, 190. Là. Non, mais tu sais, son problème, c'est pas. Moi, je pense pas. Tu sais, son physique, je pense qu'il joue bien avec son physique. Moi, c'est vraiment dans sa zone que je trouve que c'est plus difficile. Okay. Moi, c'est plus ça qui me tente un petit peu. Parce que, tu sais, son physique, moi, je trouve pas que ça paraît tant que ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, il se fait pas vraiment prendre en bataille à 1 contre 1 ou que. Ouais. Tu sais, moi, je trouve justement qu'il est vraiment intelligent en bataille à 1 contre 1. Il se met pas à risque d'avoir une game physique. Tu sais, il va sortir rapidement avec la rondelle. Tu sais, il va juste la soutirer entre les patins puis il va sortir avec rapidement. Mais là, tu as dit un crise de bon mot. Là. Moi, je suis même pas certain que c'est un mot. Unidimensionnalité. Je suis pas sûr. Je viens de le checker. Oui, c'en est un. C'est un mot? C'en est un? Ah, bravo, man. Ouais. Sinon, on le sortait, ce mot-là, man. Hey, ça, vraiment. Dictionnaire Larousse, puis... Pour moi, c'est une bravo, man. Tu l'as bien prononcé. One shot, man. One take, man. C'était cœur, hein. C'est un good job. Ouais. On se salue Ben Drouin, notre patron. Ouais, exactement. Salut, Ben. Ouais, Ben, chic type. Numéro 9 sur ma liste, finlandais, joueur de centre, Atejoki. Joueur de centre qui joue à Lukko. Il joue dans la Ligue junior finlandaise, malheureusement pour lui. Atejoki, joueur de centre, pas un joueur. Klingzel, si on t'entend dire que Klingzel, c'est un attaquant qui était excitant, c'est vraiment pas le cas de Yoki. Là. C'est un centre défensif, moi je trouve. Là. C'est un centre que son objectif premier, c'est de ne pas se faire à de lui. Sa priorité première, c'est de s'appliquer dans sa zone. Il est capable d'apporter une offensive quand même. Là, je pense qu'il y a 25 points. 25 points en 33 matchs. Il est capable d'apporter une offensive intéressante, mais c'est un joueur que même s'il n'apporte pas d'offensive dans un match, il va être capable de t'apporter quelque chose d'autre pour t'aider à gagner. C'est un attaquant qui va toujours trouver la petite chose à faire pour aider son équipe, que ce soit la grosse mise en échec. S'il est dans un match où offensivement ça va mieux, ça va bien, mais il va aller te chercher 1 ou 2 points. Très bon au cercle des mises en jeu par moment. C'est un joueur qui fait plein de belles petites choses sur la patinoire, puis qui le rend un centre relativement complet. Malheureusement, moi, je ne vois pas le talent offensif pour qu'il soit dans un top 6. Mais puis de mémoire, là, je pense qu'au dernier... je ne sais pas si c'était au Linko ou au dernier 5 Nations, là, mais c'était le capitaine de son équipe. Bref. Mais, question. Mais des qualités de leadership là, sont reconnues en Atejoki. Bref, un joueur que j'aime beaucoup. Il est numéro 9 sur ma liste. Peux-tu répéter son nom? Parce que... Atejoki. A-T-E, Yoki. Ça sonne japonais, ça, ok. Non, parce que même, je pensais, il y a un repas, pas un repas, un pain qui s'appelle un akiroti. C'est t'es rendu loin, toi. T'as faim, certain, hein? Moi, j'ai travaillé avec les restaurants. Il y a des affaires comme ça qui sont dans mon cerveau, là, que... Ouais, voilà. Bon, numéro 8, M. Brad. Ben, moi, au numéro 8, pour de vrai, tu ferais un copier-coller de ce que Simon il dit, puis ça serait un peu le même résumé de Kirill
Yemelyanov, l'attaquant du Loco 76 Yaroslav en MHL. Un autre qui, lui, il stat encore moins. En fait, là, on parle de 8 points en 25 matchs, dont 6 buts. Mais on parle souvent de IQ hockey pour les attaquants en zone offensive ou qui sont vraiment intelligents. Lui, c'est vraiment un IQ en zone défensive. Pour de vrai, son jeu en zone défensive, il est parfait. C'est un gars extrêmement mature, vraiment calme. Il joue, moi je le vois beaucoup comme un spécialiste des désavantages numériques, là, où que, il est super bien positionné. Son bâton, il est toujours à la bonne place. Il bloque des lancers, coupe des lignes de passe. En zone offensive, il fait juste appuyer l'attaque dans le sens que c'est tout le temps l'attaquant le plus haut, comme pour protéger la zone, admettons. Quand la rondelle arrive dans le coin, il n'a pas peur d'aller donner des mises en échec. Il bataille dur pour la rondelle. C'est pas un joueur qui a un lancer super lourd, mais les buts que j'ai vus de lui, c'est des bons lancers sur réception. C'est qu'on voit quand même qu'il est capable de fournir de l'offensive. Mais lui, je sais, comme Simon il parlait d'Ateyaki, c'est vraiment un bottom six. Puis c'est un bottom six qui est quand même vraiment intéressant. Moi, c'est encore là, ça fait, je n'avais pas entendu parler vraiment avant qu'on tombe sur notre top 15. Puis non, c'est ça, c'est un peu comme Simon dit, lui aussi, ça ressemble à être un leader. Il porte le A avec son équipe en MHL. C'est vraiment... Défensivement, c'est vraiment wow. Pour de vrai, c'est rare que j'aime des joueurs défensifs, là, mais lui, il fait tellement le boulot. Là. Ses défenseurs doivent l'adorer comme coéquipier. Là, il vient les supporter en fond de zone. Tout le temps, quand ils font la relance, c'est vraiment lui qui va sortir de la zone en dernier pour au cas où qu'il y ait de quoi qui se passe en arrière. Non, pour de vrai, c'est vraiment un excellent joueur défensif. Là. Très nice. Brass, ton numéro 8? Numéro 8, on s'en va, on retourne en Suède. Erik Nilsson, pour les connaisseurs de hockey. Erik Nilsson est le fils de Marcus Nilsson qui a joué genre 200 matchs dans la Ligue nationale. Il va jouer avec Calgary, lui, en plus. Calgary? Ouais, man! Ben, en fait, ouais, puis Erik Nilsson, il est né à Calgary. Donc, Marcus, c'est sûr, tu sais. Et voilà. C'est sûr qu'il a déjà fait de l'amour à Calgary, là, tu sais, là. Mais c'est ça. Erik Nilsson de la souveraineté suédoise, mais est né à Calgary. Joueur de centre de 6 pieds, mais 154 livres seulement. Là. Il est vraiment, vraiment, vraiment frêle. A joué 31 matchs jusqu'ici en national à la Ligue junior suédoise, en 31 matchs, 34 points. Erik Nilsson, ce qui est triste, c'est qu'en ce moment, s'il pesait 185 livres, ça serait clairement, en tout cas, ça serait un bon espoir de première ronde pour moi. Mais son manque là, son manque de coffre, il m'amène beaucoup trop de points d'interrogation pour le mettre dans ma première ronde. Mais ça demeure un joueur de qualité quand même. Je le trouve excellent sans la rondelle. Ses approches au porteur sont souvent sont à la fine pointe de la technologie. Non, c'est pas vrai. Mais il est très, très bon en approche au porteur, très, très bon pour poke-checker la rondelle, très, très bon pour provoquer des revirements. Puis offensivement, il est capable d'amener une offensive intéressante. Je trouve pas que c'est le meilleur passeur, je trouve pas que il a le meilleur lancé, mais c'est un attaquant qui va être capable d'aller chercher un but de différentes façons. T'sais, il va aller chercher un garbage, il va aller chercher un retour de lancer. Il est capable de marquer avec un lancer au but. Donc, malgré le fait que c'est pas un joueur qui est très offensif, dans ma projection, en tout cas, je ne le vois pas comme un joueur qui est très offensif, mais c'est un joueur qui est capable de marquer des buts de plusieurs façons quand même. Puis, je me rappelle d'Erik Nilsson, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu le championnat mondial junior A. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, là. Mais ça, en tout cas, en bout de ligne, ça se trouve quasiment être un championnat mondial U19, en fait. Puis le Canada aligne comme 3-4 équipes à ce tournoi-là, puis la Suède est là avec une équipe, les États-Unis est là avec une équipe. Bref,
La finale s'est déroulée entre les États-Unis et la Suède. Tu sais, dans les États-Unis, il y avait des Benjamin Kevin, il y avait quand même du bon stock. Puis dans la Suède, il y avait tous les Suédois qu'on parle depuis tantôt, là, ils étaient tous là. Kingsel était là. En tout cas, bref. Eric Nilsson, dans ce match-là, a joué un bon 20 minutes. Ça a été un match amplement disputé. Là. Les États-Unis ont remporté cette finale-là 7-4, mais Eric Nilsson avait vraiment le rôle de contenir le gros trio adverse. Puis il avait le rôle d'aller gagner la grosse mise en jeu importante. Il y a même des fois là, que son entraîneur envoyait Nilsson sur la patinoire dans une mise en jeu importante en zone défensive et que la seule job de Nilsson c'était de la gagner, en fait, la mise en jeu. Il gagnait à la case, puis il allait tout de suite nexer pour un top gun qui le remplace la patinoire. Donc, c'est un joueur d'utilité. Je veux le voir rajouter de la masse sur sa charpente, par exemple. Là, c'est primordial pour moi parce que avec ce gabarit-là, j'ai de la misère à le projeter. Mais il y a un très bon hockey IQ, un très bon joueur sur 200 pieds. Je pense que vraiment, tu l'as plus haut. Puis, puis tu as raison de l'avoir plus haut, pareil, parce que moi, c'est ça. C'est son gabarit m'amène un gros point d'interrogation, mais tout le reste est positif pour moi. Quand je t'entends parler d'un joueur que tu n'es pas prêt à le mettre dans ta première ronde, ce serait-tu que tu l'aurais début de deux? Évidemment, tu n'as pas ton classement, là, mais tu le verrais clairement sortir en deuxième, sinon? Oui, Nilsson, on est rendu là. On est rendu dans un top 45, top 50. Là. OK, d'accord. Brad, ton numéro 7. Oui, moi, au 7e rang, j'ai le défenseur Kurban Limatov du Dynamo de Moscou en MHL. Gros défenseur de 6 pieds 3, 198 livres. Défenseur qui stat quand même relativement beaucoup avec un 19 points en 34 rencontres, dont 6 buts. Défenseur qui stat, mais défenseur qui est très fiable défensivement. Dans sa zone devant son filet, pour de vrai, ça joue très durement. Il aime appliquer des bonnes mises en échec le long des rampes. Il sort très souvent gagnant de ses batailles à 1 contre 1 le long des rampes. La rondelle sort assez facilement de sa zone. C'est pas un gars qui est fencé. C'est pas un gars qui transporte la rondelle. Il sort vraiment la rondelle facilement de sa zone en se servant de ses alliés très normalement. Mais en zone offensive, il envoie beaucoup de rondelles au filet. Un tir relativement lourd, en fait. Son tir, il y a un bon tir des poignets. Bon tir sur réception aussi. Mais c'est vraiment son côté physique qui est vraiment intéressant là, dans sa zone. J'aime le fait qu'il anticipe bien le jeu, bloque des rondelles. Je l'ai vu à un match là, sur la même séquence, il a bloqué 3 fois. Il s'est remis à 3 fois, il a bloqué la rondelle. Il s'est remis en position à rebloquer une autre rondelle encore. C'est vraiment un défenseur fiable qui apporte un lot d'offensive qui est relativement intéressant. Moi, ça tombe à être mon 2e défenseur, je pense, de mon top 15. Et oui. C'est lui ton premier. Boelius, man. Ah ouais, ok. Braskito, 7e, toi? Ouais, moi, j'ai Boelius au 7e. La Boelius, défenseur finlandais. 6 pieds, 180 livres. Défenseur que, moi, je l'adore, en fait, la Cibolius. Puis je capote sur sa progression qu'il a cette année. Gravite encore entre la Ligue junior finlandaise et la Liga. Là. En ce moment, je joue des matchs dans les 2 ligues. Là. Je joue des gros 22-23 minutes là, chez les U20. Évidemment, je joue moins chez les pros. Sauf que très bien adapté son match là, en Liga. Dans les U20, 14 points en 28 matchs, là, c'est vraiment pas une récolte offensive qui est alléchante. Mais Boelius, moi, je trouvais que Boelius était comme trop fort. Il y avait ses compagnons pas de trio parce que c'est un défenseur, mais ses compagnons de son équipe qui sont dans son groupe de 5 sur la patinoire chez les U20. Je voyais que ses quatre coéquipiers, souvent, mais soit qu'ils n'étaient pas capables d'anticiper où ce que Boelius allait aller, ou il était juste pas assez rapide pour le suivre. Bref, Boelius s'est très bien adapté à la Liga. Patine, Asti qui patine bien, c'est incroyable. Transporte la rondelle.
j'allais dire, fait des coast-to-coast en Liga. Il fait pas des coast-to-coast, mais il est capable de prendre la rondelle de son territoire et de l'amener lui-même dans le territoire adverse et s'installer à ce moment-là et de construire un jeu. C'est un gars qui est patient avec la rondelle. Tu sais, tantôt, je parlais d'Agafonov, que Agafonov est monté en VHL, puis là, je le trouve gêné. Je trouve qu'il a le bâton un petit peu plus serré. Dénature un peu son jeu. Boelius, lui, il est monté en Liga. Il n'a rien changé. Au contraire, il a juste foncé tête première avec le style de jeu qu'il a toujours pratiqué. Et ça lui porte fruit jusqu'ici. Là, il joue vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis moi, il fait juste monter sur ma liste. Là, c'est Boelius. Ça. Je l'ai encore en deuxième ronde, mais moi, je ne serais pas surpris de voir ce défenseur-là rentrer en première ronde là, en juin prochain. Là. Je l'aime beaucoup. Intéressant. Brad, ton sixième? Lacey Boelius. Non, dans le fond, un peu pour compléter Simon, là, on l'avait vu en début de saison au Linka. Je me trompe tout le temps dans les tournois, là, mais je pense que c'était au Linka qui jouait avec l'autre défenseur qu'on avait haut sur nos listes, c'était Kotajärvi. Ouais. C'était lui qu'on voulait observer en premier lieu. Puis Boelius, pour de vrai, il a volé à vedette, là, un peu comme Dickinson puis Henry Muse l'année passée. Boelius, il a vraiment sorti fort. Il réparait les erreurs parce que Kotajärvi, c'était comme plus un défenseur offensif. Boelius, plus un défenseur défensif. Mais moi, ce que j'aimais de Boelius, c'est que plus que le match avançait, plus que Boelius prenait en aisance sur la patinoire, transportait plus la rondelle en zone offensive, s'installait. C'est vraiment un défenseur qui est calme avec la rondelle. Non, pour de vrai, moi, c'est vraiment son jeu qui adapte. On dirait que c'est comme divisé en étapes. Là, il commence le match plus défensif, il analyse la game, puis plus que la game avance, plus qu'il prend en aisance, puis plus qu'il se porte en attaque. Puis il fait super bien. Là. Non, je l'aime beaucoup aussi. Intéressant. Numéro 6, Brass? Moi, j'ai le Kurban Limatov, le numéro 7 de Vrab. Moi, j'ai le numéro 6, le gros défenseur russe. Pourquoi j'ai mis Limatov avant Boelius? C'est strictement une question de gabarit pour moi. Là. Puis même moi, je fais comme mon classement là, évolutif, là, mon classement overall évolutif. Là, puis Limatov, il est juste un rang devant Boelius. C'est vraiment, vraiment, vraiment serré. Je ne vais pas répéter ce que Brabant a dit tantôt, mais j'aime beaucoup le gabarit de Limatov et j'aime sa mobilité, j'aime son coup de patin aussi. Même que je trouve qu'il est explosif. Là, c'est quand même rare des gros défenseurs comme ça. Sauf que la seule chose que j'ai hâte de voir avec Limatov, c'est que là, je l'ai vu jouer en MHL. Je le connais à MHL. Tu sais, comme tantôt, Boelius, il joue dans la Ligue junior. Sauf qu'il va jouer une coupe de game ici et là en Liga. Donc, on peut le voir jouer avec de meilleurs joueurs, avec des adultes. Limatov, depuis le début de l'année, a seulement joué des matchs en MHL. J'aimerais ça le voir. Tu sais, et il est bon, il est vraiment bon en MHL. Il domine physiquement. Puis il domine dans plusieurs facettes du jeu également. Donc, j'aimerais ça le voir jouer avec des adultes. Je le trouve mature physiquement. Puis je trouve que son jeu est relativement mature également pour se frotter à des adultes. C'est ce que je souhaite là, dans les prochaines semaines pour Kurban Limatov. Parfait. Les gars, on rentre dans le top 5. Oh yes! Bravo, numéro 5. Ouais, ben moi, Simon en a parlé tantôt. Là, moi, mon cinquième, c'est Eric Nilsson. Pour renchérir, je comprends que Simon puisse l'avoir mis loin, par exemple. Là, son gabarit peut être un point d'interrogation. Moi, c'est pas si loin non plus. Hein? 8, c'est pas si loin non plus. Non, mais moi, je trouvais que on parlait vraiment que le top 4, top 5 était quand même assez canné, puis tu l'as quand même sorti. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux pas te trouver, oui. Mais non, pour de vrai, moi, je trouve que c'est un joueur qui est intense. Sur toutes les séquences que tu vas voir sur la patinoire, il va donner son 110% pour de vrai. Il va chercher la rondelle dans le coin. C'est vraiment un peu comme Simon a dit. Moi, je le vois pas comme un gars ultra créatif. Mais je trouve qu'il est extrêmement efficace dans ce qu'il apporte. Comme il parlait là, des mises en jeu, vraiment des mises en jeu importantes. Donne un échec avant pour aller remettre la rondelle à ses coéquipiers. On parlait de son gabarit, mais moi, le dernier match que j'ai regardé hier, il a appliqué 2 bonnes mises en échec. Il a réussi à prendre possession de la rondelle, remettre devant le filet, son coéquipier a marqué. Il fait tout bien sur la patinoire, pour de vrai.
me dit 20 livres de plus, puis ça serait encore plus intéressant, mais rendu là, si on veut pas le dénaturer non plus, là, peut-être qu'à son gabarit, ça serait différent s'il y aurait 20 livres de plus. Mais tu sais, son coup de patin, pour de vrai, il est vraiment intense. Mais je sais pas les joueurs de cet âge-là, mettons 6 pieds, 154 livres, je sais pas, genre, réalistement, ils peuvent mettre encore combien de livres, là. Tu sais, j'ai de la misère avec... tu sais, je sais pas si ce gars-là, il peut, genre, finir à 185 ou à 175. Ben, moi, je pense que ça peut finir à 175. Moi, je suis quand même convaincu que... par cas également, là, mais ouais, un 175, ça serait... Moi, je pense qu'on peut rendu là, il y a 17 ans. Là. 17 ans, moi, sa courbe de croissance n'est pas terminée. Ça dépend. Au niveau de la grandeur, oui, mais au niveau du poids. Tu sais, comme moi, je joue au football au cégep, puis je me souviens, j'avais un de mes coéquipiers une année durant l'été qui avait pris 20, 25, 30 livres de muscles. Ouais, c'est ça change. Mais je pense que ça change quand même relativement rapidement. Tu sais, c'est... Ouais. Oui, il a peut-être fini de grandir à 6 pieds, mais à 155 livres, ça me surprendrait pas qu'il soit capable de prendre de la masse pour grossir. Je pense que c'est pas mal plus facile à prendre de la masse que un bonnet, tu peux pas te forcer à grandir. Là, fait que... pas mal plus facile de prendre de la masse que de grandir. Ah, ouais. Moi, j'ai essayé de grandir, là, je fais juste pris de la masse. C'est ça, exact. Tu comprends. Ben, il dit que Tim Nelson, ça peut être un 180 livres, il dit. Puis à ce point-là, il deviendrait également très intéressant. Ouais, c'est ça. T'as un bon baquette, toi, par exemple, 59, 187 livres. Ouais, mais lui, il écrit son nom de billet qui bouille d'abord. Je suis pas loin de ça non plus. Je mesure 5 et 5, 5 et 6, puis je pèse quasiment 190 livres. Fait que... vous avez la même chose que Victor Klingzer, c'est pas si pire. Ça, on ira pas là. Tout un tank, moi, là. Même pourcentage de body fat pis tout, là, je suis sûr. Fait que... Bon, Brad, qui est numéro 5? Numéro 5, on commence avec des prospects là, qui peuvent frôler avec la première ronde. Okay. J'ai l'attaquant suédois Jakob Wozniak. Attaquant suédois qui est né à Adélaïde, en Australie. Quand même, donc ça aurait été le fun juste pour l'Australie internationale, mais bon, ça c'est mes petits souhaits cachés. Attaquant de 6 pieds 3, 185 livres, on a un attaquant à bon gabarit, mais bon, c'est pas un joueur qui utilise nécessairement là, sa force physique là, pour faire mal à l'adversaire. Depuis le début de la saison, 45 points en 31 matchs en national. Et Wozniak, là, c'est un joueur qu'on entend quand même parler depuis longtemps. Là. Il y a un an et demi, là, il était vu vraiment comme un espoir de top 5 là, dans ce repêchage-là. Il a perdu un petit peu de ses plumes au fur et à mesure que les mois ont avancé. Et pour moi, la raison de cette perte de plume-là, mais c'est son éthique de travail. C'est vraiment pas le plus grand travaillant. Là. Au sein d'un match, et même il peut être sur une séquence de 3, 4, 5 matchs où pas nécessairement parce qu'il n'amassera pas de points, là, mais où tu vois vraiment que son impact est vraiment moindre sur un match. Donc, ne pas savoir de quel Jakob Wozniak va se présenter sur la patinoire, moi, ça m'amène un point d'interrogation. C'est pas... c'est un facteur qui m'amène à peut-être ne pas vouloir dépenser un choix de première ronde pour ce joueur-là. Choix de première ronde, c'est sûr que dans les repêchages, il n'y a jamais de valeur sûre, mais moi, j'aime mieux aller pour des valeurs plus sûres que Jakob Wozniak. Toutefois, c'est un fabricant de jeu là, extraordinaire. C'est un gros gabarit, on pourrait penser qu'il y aurait une shape de power forward, mais Wozniak, c'est pas ça du tout. Mais sa vision du jeu, là, c'est quelque chose. Là. C'est, entre autres, à cause de ça, qu'il était vu comme un très, très grand espoir là, il y a un an. Trouve ses adversaires, là, fait des passes à faible pourcentage que lui, il réussit. Bref. Mais, encore une fois, son inconstance, son éthique de travail m'amène à avoir... m'amène à le mettre 5e parce qu'il a le talent pour être dans le top 3 de ce top 15-là, facile. Mais voilà. Les joueurs qui manquent d'éthique de travail, là, moi, ça me froisse un petit peu.
Fun fact, parce que ça m'intriguait vraiment quand tu as dit qu'il était né en Australie. Sa mère est suédoise, son père est australien. Ils se sont rencontrés pendant que sa mère était en vacances en Australie. Fait que voilà. Non, ça, même, t'es pas Ah, c'est tout que des recherches, mon nom. That's it! Fait qu'ils ont resté là quelques années, puis quand il était un bébé, ils sont retournés en Suède. Donc voilà. Tabarnak. That's it. Très Brad, numéro Ah, 4. ça sera pas bien compliqué parce que moi, c'est Jakob Izwozniak. Hey! Un peu dans... Un peu dans le même sens que Simon, là, c'est vraiment son éthique de travail aussi que moi j'y reproche. Pour complémenter Simon, oui, voyons aussi, sa facilité à fabriquer des jeux, on va dire demain. C'est vraiment une de ses, voyons, j'ai perdu mes mots, je vais faire un ACV. C'est vraiment une de ses forces en fait. C'est vraiment une de ses forces. Moi, ce que je vois aussi qui est quand même très intéressant, c'est son travail alentour du filet. Je trouve vraiment qu'il est bon pour jouer alentour du filet. Parce qu'avec son gabarit, c'est assez facile. Mais c'est sa facilité à se décaler pour prendre un lancer. Quand tu le vois beaucoup coller au filet ou le gardien, quand il voit qu'il y a l'opportunité, son joueur rentre un peu dans le carré, il fait juste se décaler un peu à l'extérieur, reçoit la rondelle, prend un bon lancer au filet. Ça marche relativement souvent. Mais c'est moi, c'est aussi un peu comme Simon, c'est vraiment son travail. Je trouve vraiment qu'il joue relâché. Autant dans ses replis que dans ses batailles. En fait, je ne vois pas beaucoup aller dans des batailles, là, mais je l'aime voir utiliser son gros gabarit pour prendre le devant du filet, par exemple. Là, mais j'aimerais ça qu'il fasse la même chose le long des rampes puis en repli défensif. Là. Mais sinon, comme Simon a dit, c'est sa constance qui est en sa défaveur. Parfait. Brass, ton numéro 4? Mon numéro 4, c'est ça. Moi, mon top 5, là, c'est 5 Suédois. Repêchage décevant pour la Finlande. Là, je regardais rapidement tantôt. Là, mes gros repêchages pour la Suède d'avenir. Moi, numéro 4, j'ai Milton Gastrin. Son père, il s'appelle Magnus Gastrin. Je ne sais pas si c'est un fun fact là-dessus. Là. Ils m'ont tout le temps feedé le nom des parents pour que tu me trouves de quoi. Non, c'est pas. C'est un gars qui a joué dans la lointaine Suède là, il y a un temps. Mais Milton Gastrin, pour moi, 4e. Un joueur de centre capable de jouer à l'aile gauche. Bon gabarit, 185 livres. Commence à jouer quelques matchs en SHL également. C'est un joueur qui joue en national. Mais là, ce qu'il va jouer en SHL, là, c'est des 2-3 minutes. Là. Je ne sais pas si vraiment tu as vu des Pas chez un 7, 8, 9 minutes, je peux, tu sais. Ouais, 2-3. 2-3, il y a des fois, c'est genre, ils font une mise au jeu. La mise au jeu, elle dure 5 secondes parce qu'il y a quelque chose. Puis, la séquence, ça recommence, mais c'est plus lui qui est sa patinoire. C'est ça. Non. Alors, difficile. Les jeunes, là, c'est ça. Les jeunes en Europe, là, quand ils vont jouer, mettons, en SHL, en KHL, là, on l'a vu avec Demidov, là, cette saison, c'est malgré toutes ses attitudes offensives, il faisait 3 points, il jouait 8 minutes, genre, en tout cas, bref. Milton Gastrin, tu m'aurais dit de faire mon top 15 il y a 2 semaines. Probablement que Gastrin aurait été 2e sur ma liste. Mais là, on voulait faire le top 15 aujourd'hui. J'ai additionné des visionnements à son sujet dans les derniers jours. Je l'ai baissé 4e. Tout simplement parce que je trouve que les autres joueurs, leur progression avance plus rapidement que celle de Gastrin. Ça ne veut pas dire que Gastrin régresse. Pour moi, ça veut juste dire qu'il progresse plus lentement jusqu'ici. Mais c'est vraiment un attaquant qui joue sur 200 pieds. Il y a beaucoup de pros là, dans son jeu. Sans être quelqu'un de très excitant à avoir joué. Mais c'est un gars qui est solide ses face-off. Très, très bon en repli défensif. Là. C'est souvent là, quand le jeu est en zone offensive et qu'il revient dans leur territoire, mais c'est souvent le F1 en repli défensif qui vient aider ses défenseurs. J'adore ça. Très bon autour du filet adverse. C'est pas les meilleures mains. C'est pas le meilleur lancer, mais c'est un attaquant qui va jouer vraiment dans les zones où ce que ça fait mal. C'est un joueur que je projette très bien dans la Ligue nationale, même si je l'ai
reculer dans mon rang. C'est le genre de joueur là, que tu veux dans ton line-up en séries éliminatoires. Là. C'est le genre de joueur qui va le long des bancs, qui va aller jouer du jeu, j'allais dire sale, là. Pas vraiment mine, là, mais tu sais, il est vraiment intense sur la rondelle, intense sur le porteur du puck, il joue de la bonne façon. Bref, il va jouer dans les nationales. Là. Milton Gatrin, retenez ce nom. Il y a son frère aussi qui est plus jeune, qui pourrait peut-être être drafté, il a 16 ans. À voir. On verra bien. Monsieur Brab, numéro 3. Ça sera pas bien compliqué parce qu'au numéro 3, on a Milton Gatrin. Mais tu sais, je reviendrai pas sur ce que Simon a dit parce que tout ce que Simon a dit, je le pense aussi. C'est vraiment un joueur extrêmement responsable dans les 3 zones pour de vrai. Puis c'est ça, comme il dit, il fait le boulot sale pour tous ses coéquipiers. Je le vois beaucoup comme un leader, mettons. On le voit un peu sur la patinoire, il dégage quand même du leadership. Mais tu sais, comme Simon a dit, moi je trouve que c'est un talent relativement restreint, mais tu sais qu'est-ce qu'il va te donner à toutes les rencontres, à toutes les séquences. Il va être là à 110%. Tu sais, je me rappelle, là, au dernier tournoi des 5 nations, là, Milton Gatrin était sur un trio avec Victor Klingzel et Ivar Stenberg. Ivar Stenberg, pour les connaisseurs, c'est le petit frère de Otto Stenberg. On aime Otto, il est encore meilleur que son frère Ivar en ce moment. Ce trio-là là, était tellement puissant. Puis souvent, là, c'était Gatrin, justement, qui allait chercher le puck dans les coins de patinoire pour feeder ces 2 coéquipiers là, qui ont un talent offensif là, supérieur à Milton. Mais il est capable de produire, par exemple. C'est pas qu'il n'est pas capable. Parce que, merde, j'ai la game de la Suisse, là, je l'ai parce que j'ai mon petit Excel sur Gatrin. Puis contre la Suisse, Gatrin avait fait 2 buts, 6 passes. Ouais, mais c'est contre la Suisse. C'est contre la Suisse. Mais tu sais, juste te dire, tu sais, Klingzel en avait fait 7. Ouais. Tu sais, Gatrin est quand même capable de produire. C'est pas... Il produit pas parce qu'il y a un talent offensif, il produit parce qu'il y a une intensité qui l'amène à faire des points. 100%. 100%. Je disais juste le talent offensif de Steinberg et Klingzel était... Ouais, c'est ça. Puis il était capable... C'était un beau trio, c'était un bon trio. Il se complétait. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Mais tu voyais quand même que Gatrin était 2 fois plus mature que tout ce qu'il y avait sur la patinoire. Ouais, je suis très d'accord. Très nice. Brabs, ton numéro 3? Même à la de bronze, Brabant a parlé plus tôt. Moi, j'ai Eddie Genborg. Brabant l'a mis 10e, puis tout ce qu'il dit, je le partage. Là, puis tu l'as très bien dit après. Tu as dit ça, c'est mon type de boy, puis tu as totalement raison. C'est un monstre, en fait, Eddie Genborg. C'est un joueur qui joue pour faire mal. Il va passer la ligne rouge, il va faire un lob dans le fond de la zone adverse juste pour aller faire mal aux défenseurs, juste pour aller déranger l'adversaire. Dérange énormément le gardien adverse. Puis, là, je venais de dire tantôt que Gatrin n'avait peut-être pas tant un talent offensif. Là, Genborg est encore peut-être une petite couche, une coche en dessous de Gatrin, mais c'est tellement... Puis on utilise de plus en plus souvent le terme licorne là, pour décrire un prospect. Puis ça, le terme licorne, il faut faire attention. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un top prospect, mais ça veut dire, en tout cas, dans ma définition à moi, ça veut dire que c'est un prospect qui est unique en son genre. Puis Eddie Genborg, c'est ça. C'est que tu le vois jouer. Tu sais, là, il me fait penser à... j'ai Landon Slider dans la tête, là, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'était... J'allais dire une peste, mais c'est pas une peste, là, mais c'est un gars qui est vraiment physique, qui dérange l'adversaire, qui va frapper pour faire mal. Il va appliquer des mises en échec qui va te faire bondir de ton siège parce que c'est excitant, bref. Puis moi, Eddie Genborg, je veux le voir jouer en série. Pour moi, c'est un style de joueur, c'est un style de jeu qui est taillé sur mesure pour du hockey en séries éliminatoires. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis haut sur ma liste. Je l'aime beaucoup. Eddie Genborg, 3e. Parfait. Votre top 2, savez-vous si c'est les mêmes joueurs? C'est le même. C'est sûr, c'est le même. Ouais. Brad, vas-y avec ton numéro 2. Ben moi, le deuxième, c'est Victor Eklund. Et le premier, c'est Anton Frondil. Victor Eklund, deuxième, je te dirais, automatiquement par son unidimensionnalité.
On va te faire un chandail avec ce mot-là, je pense. Fait en sorte que le choix est relativement facile, malgré que Eklund il state plus que Frondel en ce moment. Eklund il est plus flashy. Malgré son petit gabarit, il a pas peur. J'ai pas dit ses mensurations, par exemple. Là, je vais y aller vite demain. On parle d'un 5-11, 161 livres. Ailier du Djurgården en Allsvenskan. 20 points en 32 matchs, 11 buts. Mais c'est ça, c'est vraiment une boule d'énergie. Il va en échec avant, il n'a pas peur d'aller jouer dans le trafic, par exemple, malgré son petit gabarit, il y va, il est capable de ressortir avec la rondelle, mais je te dirais pas que ça arrive tout le temps. Des excellentes mains, très agiles sur patin, patin extrêmement rapide, fluide. En zone offensive, pour de vrai, il est vraiment spectaculaire. Il a un bon lancer. Son lancer il est quand même relativement précis. La projection, c'est un peu de ce sens-là. Là. La projection est beaucoup moins facile que Anton Frondel, automatiquement. Moi, je pense qu'Eklund va jouer quand même dans le national. Mais je pense que la raison pourquoi il est tombé deuxième, c'est parce que je pense que l'impact que Frondel peut avoir sur une game de hockey est 2 coches au-dessus de elle à Victor Eklund. Là. Puis je pense que de la façon que Eklund... Ouais, je sais pas de la façon que je peux le dire, là, mais on dirait que Frondel, il peut continuer à progresser dans son style de jeu. On dirait qu'un bonnet, Eklund, il y en a des mains. Il pourra pas en avoir 10 fois plus que ça, des mains. Tu sais, l'arc de tir de Frondel est large de même. C'est fou. Là. Je sais pas si ça résume bien. Là. On dirait que dans ma tête, ça a du sens. Là. Mais, non, mais ça a été facile de mettre Frondel premier. Là. Ah, ça a crissement pas été dur. Non. Si je peux renchérir sur Victor Eklund, c'est ça, un joueur qui est très offensif. On l'a vu au championnat junior avec la Suède, ça avait quand même été surprenant d'avoir un Victor Eklund sélectionné et non pas Anton Frondel. Ouais. C'est pas le même style de joueur du tout, mais je pense quand même que Frondel aurait pu avoir son utilité dans cette équipe-là. Eklund qui jouait sur l'avantage numérique dans cette grosse attaque-là, avait son petit bureau là, dans l'enclave au top des cercles. Quand il recevait la rondelle, là, sa vitesse d'exécution était très rapide. Puis dernièrement, on a même, je ne sais pas si tu en as parlé vraiment, j'ai peut-être eu un petit absence, là, mais va chercher le puck dans les coins de patinoire. Ouais. Mais il va fighter pour le puck. Là. Il ne gagne pas toujours ses luttes là, parce qu'il manque de force physique. Mais il va quand même. Là. En zone offensive, tout moins. Là, défensivement, c'est pas la même game. Là. Mais ça a été un petit crochet supplémentaire dernièrement là, pour Victor Eklund. Bref. Mais malgré ça, moi, il est clairement deuxième. Là. C'est clairement Anton Frondel, mon premier. Juste avant que tu parles de Frondel, c'est drôle que tout ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord parce que j'ai sorti les notes que j'avais prises justement au World Junior. Puis il m'avait tellement tombé dans l'œil. Ouais, parce qu'il était là, puis je le voyais tout le temps. J'étais comme, Colin, je trouvais tellement qu'il jouait avec Wahlberg, puis je trouvais tellement que par moment, il y avait le meilleur trio. Il était tellement intense. Tu sais, oui, comme. Des fois, explosif. Mais c'est ça, il est tellement explosif. Il se relève, il continue de travailler, il va se battre, il va chercher la rondelle. Pour vrai, il m'a vraiment, vraiment plu. Puis, mon ami avec qui j'étais, il ne connaît pas autant les prospects que nous, mettons. Puis, le Canadien, il pourrait peut-être leur pêcher. Bref, là, mais c'est un joueur qui a un très beau talent offensif, ça, c'est définitif. Mais Eklund, toi, vraiment, dans ton. Moi, Eklund, ça va ressembler à du top 15. Là. Top 15, top 20, c'est pas top 15, top 20? Ouais, top 15. Mais moi, il n'est pas dans mon top 10, là, ça c'est sûr. Dans 10 et 15? Moi, je pense qu'il est en 10 et 15. Plus vers les alentours de 15, par exemple. Ouais. Mais, ouais. Frère de William Eklund, des choses de San Jose. Ouais, exactement. Ouais. Mais tu sais, sa game, moi, c'est sa game défensive. Puis, oui, son petit gabarit, là, mais sa game défensive qui me tanne un peu plus. Là. Moi, c'est qui est né le 25 octobre, c'est un des plus vieux. Moi, je bosse là-dessus solide. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est un an de plus. Ça commence à être un mois et demi plus tard quand même. Là. Ouais. Mais, c'est un an de plus de progression. Man. Ouais, mais le 25 octobre versus le gars qui est né en je pense que Frondel, c'est pas mars ou mai, une affaire de même. Bonne question.
On Mais a quand même des mois de développement. Moi, Le 7 mai. Ça paraît, là, mais tu sais, 7 mai. Alors, je suis pas plus. rendu là, man, c'est pas un talent qui tu sais, son talent, il l'a, là, tu sais, il aurait un an d'avance ou un an plus tard, ce talent-là, il l'a, c'est plus la façon qu'il joue au hockey qui est différente, là. Ouais. C'est plus ça qui est son mindset de repli défensif ou son éthique de travail défensive qui est rendu là, c'est dans sa tête, là. Je pense pas qu'un an de développement de plus l'aurait changé. Ah, 100%. Ouais, ils vont, De ce sens-là, là, ce qu'on va dire, c'est vraiment... Ouais. Mhm. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, mettons, là, le gap d'âge entre Frondel et Eklund, là, Frondel, il va l'utiliser, ce gap-là, pour s'améliorer. Oui. Frondel, là, tu l'as dit tantôt, là, Frondel, il y a beaucoup de place là, à l'amélioration, même s'il est déjà excellent. Là, c'est un thème, ce gars-là. Là. Moi, je trouve vraiment que. Je trouve que dernièrement, là, il a développé encore plus sa game offensive. En début d'année, il y avait de la misère à noircir la feuille de pointage en Allsvenskan, la deuxième division suédoise. Mais dernièrement, là, c'est ça, sa production offensive s'est grandement améliorée. Des solides lancers sur réception. Là, c'est vraiment ça que j'ai noté. Là. Ton one-timer, il rentre au poste, mon ami. Là. Il joue avec Victor Eklund, avec Joe Gardner en passant. Ouais, c'est ça, les deux jouent dans la même équipe. Mais moi, puis Frondel, moi, je pense que je l'ai 7-8 en ce moment. Moi, je suis dans ces eaux-là. Entre 6 et 8, c'est pas mal ça aussi que j'ai. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment, moi, c'est la puissance sur patin. Pour de vrai, tu sais, j'ai ces mensurations, ça va être un 6 pieds 196 livres. Puis pour de vrai, man, la puissance sur ses patins, man, là, c'est assez impressionnant à quel point il avance pour un 200 livres. Puis tu sais, son échec avant est solide. Ses replis défensifs sont solides. Tu sais, c'est un joueur de hockey, man. L'année passée, je trouvais que quand il jouait en national, je trouvais il jouait plus relâché un peu, moins d'intensité. Puis quand il se faisait appeler en Allsvenskan, là, il steppait up, puis son jeu s'élevait d'un cran. Mais cette année, ça a l'air d'être ça en permanence. Son jeu, man, il est tout le temps au fond. Puis tu sais, s'il le veut bien, ça pourrait être un excellent power forward pour de vrai. Tu sais, il joue bien avec sa grosseur en protection de rondelle. Il utilise vraiment son corps, tu sais, pour protéger la rondelle. Ses batailles à 1 contre 1, il se sert beaucoup de ça aussi. Tu parlais de son lancer frappé, son lancer sur réception, son lancer des poignets. Là. Le match que j'écoutais juste avant le podcast, là, il rentre en zone adverse, coupe à gauche, prend un bon tir avec le défenseur en couverture, un bon tir des poignets. Pour de vrai, il est excellent. Là. C'est pas pour rien qu'en début de saison, il était 3e. Je pense que même, il n'a pas flirté avec le premier et tout, en fait. Là. Je l'ai vu 2e sur... Ah, c'est Kubatun qui l'avait mis 2e. Ouais, fait que tu sais, il était dans le top 3 pendant un bout, là. Puis tu sais, moi, tu me finis une saison comme ça, comme je le vois jouer en ce moment, avec des playoffs, là, tu sais, il pourrait donner du fil à retordre avec des Martone puis des Misa, là. Mais dans le repêchage 2025, là, je ne veux pas trop m'avancer, là, mais c'est un des joueurs qui est le plus proche de la Ligue nationale. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Parce que, tu sais, mettons, on a Martone puis on a Frondel, mais moi, je trouve que Frondel, il a le coup de patin que Martone n'a pas. Ouais, il y a ça qui joue contre Martone un peu, mais ce coup de patin-là à Martone, ça sera un monstre, man. C'est un peu... Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, Frondel, il a un peu tout pour l'avantager là-dessus, là. Ouais. Je disais comme quoi qu'il avait été 2e sur la liste de Button, mais non, il est 2e sur la liste de janvier 2025. Ouais. C'est la dernière liste que lui avait sortie. Il y a Chopper, il y a Adams premier. Ouais, Schaefer est premier encore. Il y a Higgins 3. Ouais, Adams, je pense que c'est pas mal handicap du moment, là, mais... Ouais, sur la liste de Button, il a mis Higgins 4e, puis il a mis Martone 3e. Ouais, je suis... Moi, Misa passe avant Martone, par exemple. Moi, il commence, Misa aussi, là. Ah, ça va être intéressant, ça. Ouais, mais Frondel, juste pour clore notre top 15, vous le compareriez à... Est-ce qu'il y a un joueur pro à qui il fait penser, peut-être? Ah, mais c'est parce que, man,
sais, des power forward qui sont rapides de même, man. Ah, moi, parce que j'écoute tellement peu la NHL, man, là, que j'ai de la misère. Attends. Puis Ryan. C'est une bonne question, man. C'est une bonne question. Pensons-y, puis on reviendra. On va s'en parler dans la foire élégante. On en parler dans la foire élégante. Ben, je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va parler d'Antoine Frondel d'ici le repêchage de toute façon. Fait que, merci bien gros, messieurs, pour le top 15. Fait que plaisir, le prochain podcast, on l'annoncera. Puis en même temps, comme je mentionnais au début du podcast, on commencera à présenter les entrevues une après les autres. Donc, merci à tous qui nous ont écoutés. Puis, ben, on se voit au prochain podcast. Dans la foire élégante, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go!